Elle prend son téléphone et elle appelle chez elle. Et c'est sa fille qui répond. Elle lui dit qu'elle rentre bientôt et pendant ce temps... Laisse-moi deviner, elle va arriver et Noël sera fini. Ok, on verra. Elle va jamais arriver en fait. Ok, c'est un film d'action maintenant. Ouais, rappelle-toi. Elle va péter le toit. Attends, ils vont quand même pas gâcher Noël. Oui, c'est clair. Moi, j'ai basculé dans une rom-com de Noël, désolée. Bonjour, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube Calmos, le podcast. Je suis David Honora et comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de mon confrère, mon collègue, mon compère, Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo ? Ça va. T'es en forme ? Eh ben c'est super parce que dans ce nouvel épisode, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la joie de recevoir la géniale Manon Bril. Ouais, comment ça va, Manon ? Ça va. T'es contente d'être là ? Oui, contente de revenir dans Calmos, puisque quand même, si je me trompe pas, j'étais votre première invitée à l'époque. Exactement. Très fière de ça. Tu as été notre première, on se connaît depuis très longtemps, tu as été notre première collab sur YouTube, sur la vidéo de Rigolo sur Cuisine et Dépendance. Allez voir ça. Donc tu es bien sûr vidéaste, créatrice de la chaîne C'est une autre histoire. Oui. L'histoire, c'est ton C'est ton mon sujet. dada. Écoute, ni plus ni moins. Tu as soutenu ta thèse en 2018 sur l'appropriation de la figure de la déesse Athéna dans l'imagerie officielle du 19e siècle. Oui, tu as bien enseigné, bravo, bravo. Tu as créé le Culture Fest, Oui. dans lequel tu invites artistes, créatrices et Des humoristes. super créateurs, n'est-ce pas ? Et oui, peut-être Calmos, peut-être. En 2026. On le dit à la fin, oui, il y aura Calmos. On le dit tout de suite. Ok, vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos. Ouais. Et puis, toi-même, tu montes aussi sur scène, tu as écrit un spectacle qui s'appelle 300 000 ans. Tu mets l'histoire en perspective pour démontrer que, il y a une phrase qu'on retient bien, la tradition est une illusion. Je suis ravie que tu t'en rappelles, c'est que mon gimmick marche et tout. Tout à fait. Et voilà, c'est hyper drôle, on apprend plein de trucs, c'est dans le prolongement de tout ce que tu fais. Venez, 300 000 ans, donc ça s'appelle le spectacle, en tournée et à Paris à l'Européen, et puis à Paris plus tard, dans un an. Voilà. Alors, on va pas du tout parler d'histoire, parce que je rappelle qu'on est un podcast de cinéma. Oui. Je rappelle le principe, d'ailleurs, dans chaque épisode, on raconte à notre invité un film qu'il ou elle n'a pas vu. Et en l'occurrence, pour toi, on a choisi un film culte sorti en 1988, avec lequel tu n'as a priori aucune affinité. Aucune affinité et je déteste les films d'action, sachez-le. D'accord. C'est vraiment pas ma cam. Donc c'est parfait, je pense. Je suis au bon endroit. Ouais. On a choisi pour toi Die Hard 1, ouais. En français Piège de cristal, de John McTiernan, qui est un film d'action, mais un peu plus qu'un film d'action. C'est aussi souvent cité comme le meilleur film d'action de tous les temps. Mais c'est aussi un peu un thriller. Enfin bon, on va pouvoir en discuter. Die Hard. Et en québécois, Mardur. C'est vrai que je sais pas si c'est Piège de cristal en québécois aussi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'on parlait des mêmes films quand on parlait de Die Hard et de Piège de cristal, du coup. Ouais, je sais pas comment on traduira en français. Il y a un côté un peu dur à cuire, quoi. C'est le mec qui veut pas mourir. Ah oui, dur à cuire, ok, c'est pas mal comme traduction. Avant de demander à Hugo, la dernière fois qu'il a vu Die Hard, toi, qu'est-ce que tu sais justement de ce film? Rien, qu'il y a des biscottos et de l'action, c'est tout. Okay. Et je mets ça dans la même catégorie qu'un milliard de films comme ça que j'ai pas vus et qui pourtant sont cultes. Ouais. Mais je vois, il y a des gars, ils se tapent. Et ouais, c'est vraiment ça ma vision. Je les mélange tous vraiment. Les films avec Robocop Schwarzenegger. Et tout, là, voilà. Robocop, j'ai vu. Okay. J'en ai vu quelques-uns. Mais ouais, je les confonds tous. En fait, je m'ennuie dans les bagarres, les trucs comme ça. Et alors toi, Hugo, ton rapport à Die Hard? Moi, tu me demandais la dernière fois que je l'ai vu. Ouais. La dernière fois, c'est aussi la première fois. Et c'est il n'y a pas si longtemps. Je dirais, il y a une dizaine d'années. Okay. Donc, c'est pas forcément un film culte pour moi parce que je l'ai découvert très tard. Effectivement, je me souviens qu'il y a des biscottos et des bagarres. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Bah, évidemment. Mais je me souviens aussi qu'il y a un très bon méchant. Ouais. Ah, cool. Et qu'il y a une construction du film qui est un peu particulière. Ouais. 88. 1988. Donc c'est là un an de moins que moi, le film. Ouais, pas mal. C'est un vieux film. Oui, pas si vieux. Je vois pas ce que je dis. C'est de l'histoire, en fait. C'est Mais les du coup, années 80. Je suis curieuse de voir justement c'est quoi les méchants et les gentils dans les années 80. Ouais, c'est un vrai sujet. Même si ce film a un côté un peu méta. On sort un peu des trucs de guerre froide là déjà. Ouais. Mais on doit avoir les débuts. Bon, bref, vous allez me raconter. Non, mais tu vas pouvoir rebondir sur tout ça. Alors moi, c'est marrant, Hugo, j'aurais vraiment pensé que tu avais un rapport plus... J'ai pas le bon adjectif. Tu avais plus fréquenté Die Hard que ça. Parce que pour moi, c'est vraiment un film culte, un film familial. Tu l'as vu plein de fois. Plein de fois, en familial, famille. Ça, c'est familial. Ouais. Ah bon? Vraiment, et c'est un truc... Et justement, qu'on regardait à Noël aussi. C'est très violent. Mais c'est très marrant. C'est ce que tu dis, c'est familial des années 90. Quand on matait ça en se disant, bon, on voit pas le problème, ils se tapent dessus. ouais, c'est ça. Et avec mes parents et mes sœurs, on l'a vu pas mal de fois. Ok.
Et c'est un film que j'adore. Alors, j'ai toujours peur de dire que c'est un film que j'adore si après l'avoir raconté, oui, je déteste. Alors, je veux juste préciser que je vais faire exprès d'être de très mauvaise foi. Oui. Je vais en faire des caisses et les gens qui adorent le film, j'en rajoute, sachez-le. Voilà. Bon, on est prêt, je pense, pour commencer à raconter Die Hard. Et Die Hard s'ouvre sur un plan ocre. Un plan ocre. Ocre. Wow. Il y a une belle lumière. Une belle photo. De fin. Ouais, très belle photo. Okay. D'ailleurs, t'as parlé de Robocop, mais c'est Jane de Bont, le chef-op de Paul Verhoeven. C'est James Bond. Non. J'ai du mal à prononcer. Comment tu prononcerais, Hugo, toi qui es fort en prononciation? Yann de Bont. Faut dire Yann. Yann de Bont. Ok. Donc, c'est vraiment un très bon chef-op. Et ce premier plan, dans la lumière orange, on voit un Boeing 747 qui se pose, pendant que le nom de John McTiernan, le réalisateur du film, apparaît à l'écran. Et ensuite, on a un plan sur une main gauche avec une alliance, qui est cramponnée à un accoudoir à l'intérieur de l'avion, et le nom de Bruce Willis qui apparaît. La caméra remonte sur un mec en costume 3 pièces, un peu genre jeune cadre dynamique, qui est en train de regarder la main, et il a un petit sourire et il demande à son voisin s'il aime bien prendre l'avion. Et le voisin, c'est Bruce Willis. Et non, il aime pas prendre l'avion. Il a peur. Il a peur, ouais. Il est terrifié. Il est cramponné. On est ensemble, Bruce. Voilà. T'aimes bien prendre l'avion? J'ai très peur en avion. T'aimes pas? J'aime pas trop. J'essaye de moins en moins à le prendre pour des raisons écolo, mais ça m'arrange profondément. Je suis en mode c'est parce que je suis écolo. J'ai très peur. Hugo, toi, en avion, moi, j'ai peur au décollage et à l'atterrissage, mais après, le reste du temps. Est-ce que là il est à là, c'est à l'atterrissage, puisque c'est le Boeing qui vient de se poser. Je m'identifie aussi à Bruce Willis, tous les trois avec lui. On s'identifie à Bruce Willis de ouf. Vous avez des techniques, des petits rituels, justement, pour encaisser l'atterrissage? Prendre de la vodka dans l'avion, c'est pas une blague, c'est un terrible réflexe, mais je fais ça. Ouais. Je commande de l'alcool. Bon, alors là, j'ai peut-être une astuce pour vous, parce que justement, le passager va donner un conseil à Bruce Willis, et ce conseil va avoir une importance capitale dans le film. Il lui dit que l'astuce quand on voyage en avion, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à destination le soir, il faut se mettre à l'aise, enlever ses chaussures, ses chaussettes, et il dit faire le point avec ses orteils. D'ailleurs, c'est un jeu de mots en VF intéressant, parce qu'en anglais, c'est make fists with your toes. Donc en fait, il faut je sais pas, faire le point. Je croyais que c'était genre, alors faisons le point, chers petits orteils. Mais c'est les deux. C'est le jeu de mots. Okay. C'est un peu les deux, je pense. Comment vous vous sentez? Et donc en fait, c'est ramener un peu tu plies tes pieds. Et lui, il dit que c'est sa technique. Et pourquoi ça enlève la peur d'avion? Je sais pas. Il dit, tu fais ça le soir. C'est un rituel. Quoi. Ah, c'est pas pendant après, le. Quand tu rentres chez toi. Ok, ça me rassure zéro. Après le voyage, en fait. Ouais. Trop bizarre. Mais du coup, t'as eu peur et après. Ouais, mais parce qu'en fait, les Américains, ils prennent énormément l'avion. Donc, en fait... pour la fois d'après. Ou tout le temps, en fait, peut-être t'as cet horizon de... Ça n'a aucun sens. En tout cas, il lui donne cette technique. Non, parce que je me disais, faire le point avec ses orteils pendant le pendant un truc voyage, de concentration. Tu te concentres sur un truc et pas sur autre chose. Sauf que tu peux pas vraiment le faire dans l'avion, parce que normalement, t'as tes chaussures. Oui, mais tu peux... c'est interdit à l'intérieur. Ouais, elles disent les hôtesses au début, n'enlevez surtout pas vos chaussures. Par pitié, pour le bien des autres. Bon. Ensuite, le passager, il est tout fier de lui parce que lui, il dit j'ai beaucoup l'habitude de bourlinguer. Ça, tu sens le commercial qui prend 3 fois l'avion par semaine. Il dit qu'il fait ça depuis des années. Et là, Bruce Willis se lève et on voit la gueule du passager en contre-champ qui, d'un coup, se crispe et il fait un peu la gueule. Et on comprend pourquoi. C'est parce qu'en fait, Bruce Willis, il a un flingue. Et Bruce remarque l'inquiétude du mec et il le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait, il est flic. Et il ajoute, je fais ça aussi depuis des années, petite blague. Et il dit que ça fait 11 ans qu'il est donc c'est un film à base de punchline, bien sûr, comme tous les films d'action. Il y aura des belles punchlines. Regarde pas le soleil dans les yeux, car tu vas pleurer. J'ai vraiment mal improvisé une réplique de film d'action, mais vous voyez ce que je veux dire. On y était. Il y avait le ton. Ça fait partie du petit plaisir de ce type de film. Et j'ai cru comprendre. Moi, ça me fait vraiment genre... Regardez comme on est intelligent. Waouh. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas le... Enfin bon, ça fait partie du truc, c'est vrai. On voit Bruce descendre une énorme peluche du porte-bagages. Ouais, donc il a des enfants. Ouais. Et il se dirige vers... Setup du personnage. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc c'est sûr que quand je le raconte, on a l'impression que c'est souligné. Oui, mais parce que toi, tu nous dis les trucs pour qu'on comprenne. Et là, il a un échange de regards avec une jolie hôtesse qui a l'air de le trouver pas mal. Évidemment. Il y a tous les ingrédients des films que j'adore, je pense. On est bien parti. Et c'est trop bizarre parce que... Est-ce que ce film passe le test de Bechdel? Absolument pas. Je préfère te prévenir. Suis surprise? Mais il y a des personnes... Pas elle, hein, mais il y a des personnages... Il y a un personnage féminin qui est intéressant. Ok. Bon, c'est déjà cool.
Enfin, qui est intéressant, mais bon, il y a des problèmes. On reste dans les années 80. On parle de son décolleté après et tout. Très bien. Donc, wink wink, l'hôtesse de l'air. Ouais, et l'échange, il est trop bizarre. Et ça m'a fait faire des recherches, parce que en fait, c'est bizarre. Ok, ça reste Bruce Willis, début des années 80, il n'est pas non plus incroyablement séduisant, et elle a l'air de fondre devant lui. Mais là, il a quand même déjà son aura à cette époque-là. Non, c'est le tout début de sa carrière, et c'est vraiment le film qui va, c'est pas encore qui le va BG. le lancer. Ah, ok. En fait, il y avait une scène coupée, un peu foireuse, la scène coupée d'ailleurs, où en fait elle désignait la peluche en lui faisant une petite blague en disant qu'il aurait dû prendre un billet pour la peluche, et lui il répond pas besoin parce que la peluche elle est mineure, et elle répond pas moi. Donc il y avait ce truc de drague affreux. Ils ont bien fait de couper la scène. Ah oui. Mais du coup ils ont gardé la fin de la drague, quoi. C'est pour ça que pour ça qu'il y a cet échange qui n'a aucun sens sinon. On apprend aussi quelques infos au passage avec une voix au haut-parleur. On apprend qu'on vient d'atterrir à Los Angeles. Et on nous souhaite un joyeux Noël. C'est pour ça that's why. que depuis, si vous nous regardez sur YouTube, c'est pour ça qu'on lui et qu'on transpire parce qu'il fait trop chaud pour porter des pulls de Noël actuellement. C'est ça, on est en full pull de Noël, déco et tout. Cela étant dit, est-ce que tu veux enlever ton pull, Manon? Je vais le mettre, en décor et tout, mais j'ai grave chaud, j'avoue. A few moments later. Je vais reprendre. On est dans l'aéroport, à l'arrivée des bagages, et là, il y a le titre qui apparaît, Die Hard. On a un cut, et là, on entend de la musique classique. Et on retrouve un mec d'un certain âge, un mec asiatique, dans un bureau. La caméra le suit. Il salue d'autres gens en costume, et on voit que la musique classique est jouée par un quatuor de violon. Et en fait, on est dans la mezzanine d'un grand hall. Et le mec asiatique en question, c'est le patron d'une grosse boîte, la Nakatomi Corporation. Et il se rapproche de la rambarde et se lance dans un discours. En contrebas, on voit des dizaines d'employés et un sapin de Noël. Manon, est-ce que tu as déjà fait des Secrets Santa d'entreprise? J'ai déjà fait des Secrets Santa d'association. Ouais. Par exemple, quand j'ai fait du parcours. Du parcours, oui, j'ai fait parcours. Wow. C'est vrai. J'ai fait ça dans une asso trop super qui s'appelle Pink Parcours. C'est une asso pour meufs et personnes queer. Ouais. Et tu faisais du parcours. Je faisais du parcours et on a fait des Secrets Santa rigolos. Mais voilà, ouais, j'ai fait ça. Tu demandes parce qu'ils font un Secret Santa ou c'était parce que tu as envie de savoir? C'est vraiment un Noël d'entreprise, quoi. Et du coup, tu as l'ambiance du Noël d'entreprise où tous les employés viennent. Ah, d'accord. Bon, dans les couloirs, on suit une femme de dos qui est en train de consulter des documents, et un grand mec barbu l'approche en lui demandant si elle veut pas aller dîner avec lui ce soir. Yes. Et on apprend qu'elle s'appelle Holly et lui s'appelle Harry. Et elle répond, non, t'es con, c'est le réveillon de Noël. Donc en fait, elle va pas aller dîner avec lui ce soir. Il a oublié ça, Harry, comme info. On part pas sur une flèche, quoi. C'est juste un gros relou, quoi. Des personnages écrits avec profondeur, ça. Tous les personnages vont être caractérisés de manière très... avec du gros trait, quoi. J'avais jamais vu comme trait du harceleur au boulot. Et il va jusqu'à te proposer d'aller au restaurant le soir de Noël. Quel gros lourd. Donc elle le remballe, machin. Lui, il insiste. Et puis, bref, elle le remballe. Elle arrive dans son bureau à elle a un grand bureau, et elle libère sa secrétaire en lui disant qu'il est déjà 17h40 et qu'elle peut aller profiter de la fête, parce que la fête est en cours. Elle est en train de terminer de bosser. Et elle lui dit de prendre une petite coupe de champagne. Il y a une petite blague, parce que en fait, la secrétaire, elle est enceinte au dernier degré. Elle dit, tu crois que le bébé peut prendre une coupe de champagne? Bon, c'est juste un petit dialogue à la con. Mais c'est pour montrer quand même qu'elle est super drôle, sympa. Ouais. C'est une belle meuf, elle est convoitée, mais elle est trop humaine avec sa secrétaire. Et en plus, ça fait des blagues. Et c'est vrai que là, on n'est pas loin de passer le test de Bechdel, parce qu'il y a deux femmes qui parlent. Elles ont parlé de champagne. Elles ont parlé de champagne, mais on connaît pas le nom de la secrétaire. Ah putain, c'est vrai qu'il faut connaître les noms. Bon, donc Holly dit à Harry de dégager, et puis elle prend son téléphone et elle appelle chez elle. Et c'est sa fille qui répond, une petite fille qui doit avoir 6-7 ans. Donc elle dit... Classique, maman, tu vas pas rentrer pour Noël. Ouais, on est sur ça. Elle lui dit qu'elle rentre bientôt, et pendant ce temps, la caméra nous dévoile des cadres photos dans son bureau à elle. Laisse-moi deviner, elle va arriver et Noël sera fini. Ok, on verra. Tu verras. Elle va jamais arriver, en fait. Ok, c'est un film d'action maintenant. Ouais, rappelle-toi. Elle va péter le toit. Attends, ils vont quand même pas gâcher Noël. Oui, c'est clair. Moi, j'ai basculé dans une rom-com de Noël, désolé. Ouais, à tout moment, ça peut basculer, on ne sait pas. Je savais pas du tout que Die Hard, c'était lié à Noël. Donc, on voit qu'elle a aussi un fils, donc elle a 2 enfants, et la caméra continue sur les cadres, et on arrive sur un dernier cadre, là où il y a toute la famille réunie, et le père, qui n'est autre que
Bruce Willis. Ok. Ah ouais, les deux parents absents le jour de Noël, putain, relou. Ok. Sachant que lui, il y en a arrive un qui fait wink wink à l'hôtesse de l'air et elle est en train de travailler. C'est ça. Non, lui, il n'a pas fait wink wink, c'est elle qui a fait wink wink. Ah, c'est que l'hôtesse de l'air. Ah ouais, lui, il n'a pas du tout fait wink. Ok, d'accord. Lui, il a amené une grosse peluche. Et... Parce que ça, on a montré que les deux, ils sont sexy et convoités, mais ils refusent les avances, ils sont grave fidèles. Okay. C'est le power couple de... Peut-être. Très bien, très bien. Dans quelle ville, déjà, que ça se passe? Ça se passe... Là, on est à Los Angeles. Ah oui. On vient d'atterrir à Los Angeles. Et justement, des infos sur la situation du couple. La petite demande si papa va rentrer à la maison avec elle. Et Holly répond on va voir avec le Père Noël si c'est possible. Donc ça n'a pas l'air d'être sûr. Elle demande à la petite de passer la... Bon, le Père Noël. Trop bien comme excuse. Oui, on demandera au Père Noël. Et elle demande, du coup, Holly, elle demande à la petite de passer la bonne / nounou. C'est une personne racisée? C'est une hispanique. Évidemment. Et elle lui demande si Monsieur McLean a appelé. Elle, la bonne, répond non. Et elle dit qu'il a peut-être pas eu le temps d'appeler avant de prendre son vol. Oui, remarque, on n'a pas été téléphone portable, c'est vrai. On est dans les années 80. Nostalgie. Et elle demande à la bonne info de préparer la chambre d'amis au cas où il vient. Ah, ok. Donc il avait toujours son alliance, mais a priori... Ils sont séparés. C'est un ami. Mais ils se verront peut-être pour Noël. Voilà. Très bien. Il revient à Noël pour voir les enfants. Holly raccroche et elle rejette un coup d'œil au cadre avec toute la famille et elle le pose, elle le plaque, elle est un peu déçue, un peu vénère, elle le place sur le bureau, sur la commode. Un peu de ressentiment. Exactement. On a un cut sur Bruce qui sort de l'aéroport et là, un mec l'attend avec une pancarte, John McLean, et le logo de la Nakatomi Corporation. Donc c'est John McLean. Donc Bruce, à partir de maintenant, on va pouvoir l'appeler John ou John McLean. Ah, ça venait de là, je l'ai entendu 12 fois ce nom, mais je savais pas que c'était ça. Très bien, très bien. Alors, il s'y attendait pas. Le mec est un jeune noir. Il s'appelle l'acteur Devereux White. Il n'a pas joué énormément d'autres choses. Et il se présente comme Argyle, le chauffeur de la limousine. Qui a une limousine qui a été envoyée par la boîte pour venir le chercher à l'aéroport. Et il dit qu'il ne sait pas trop ce qu'il doit faire parce que c'est son premier jour. Encore une fois, personnage, il a l'air sympa, c'est son premier jour de taf. Voilà. On les retrouve tous les deux dans la limousine, ils discutent un peu. John est monté à l'avant, il n'est pas allé à l'arrière de la limousine. Et Ah ouais, il est tellement cool, il est trop sympa et tout. Ah, il n'a pas l'habitude. Proche du personnel et tout, super. Argyle lui montre, il est tout content, il montre les fonctionnalités de la voiture et il y a une conversation. Et la conversation va nous permettre d'apprendre des choses sur John. On apprend que Holly vit à Los Angeles depuis 6 mois et que John est resté à New York. Elle a une excellente carrière et ils ne sont pas encore divorcés. Et il l'a pas suivi parce que, en fait, il était sur la piste de malfrats new-yorkais depuis un certain temps et il essaie de les mettre en tôle et tout. Et bon, voilà. Enfin, il a soi-disant ses affaires qui le retiennent à New York, mais ça a pas l'air d'être des si bonnes excuses. Mais en gros, il a pas suivi sa femme pour sa carrière. Et là, il vient pour Noël. Et pendant qu'il raconte tout ça, il observe une grande tour dans la perspective, qui est la tour vers laquelle on se dirige, certainement là où se trouve Holly. Argyle met une cassette. Encore une fois, on est dans les années 80, donc tous les... cassette dans la voiture. Exactement. Et c'est un morceau de rap qui commence. John demande s'il n'y a pas de la musique de Noël plutôt, mais Argyle répond que c'est de la musique de Noël parce que c'est Christmas in Hollis de Run DMC. Et donc, on a Run DMC, vraiment la crème du hip-hop des années 80. Oui, mais c'est un film d'action avant tout, donc voilà, il faut que ça envoie. Et donc là, voilà, c'est la fin du générique, c'est trop bien. Très bien. On est dans l'ambiance. Ils arrivent au pied de la tour, c'est la Nakatomi Plaza, du coup. Et c'est une tour de plus de 30 étages qui existe vraiment à Downtown Los Angeles. Je suis allé la voir, faire un petit périple, c'est émouvant. Et en fait, en vrai, c'est la Fox Plaza, et c'est le siège de la 20th Century Fox. Donc, et qui était encore en construction à l'époque, et donc ils ont pu tourner un certain nombre de trucs, utiliser le fait que c'était encore en construction. Est-ce que le film est produit par la Fox ? Ouais, c'est produit par la 20th Century Fox. John descend de la limousine et on voit que c'est la fin de leur conversation et Argyle résume la situation. En gros, le plan, c'est que John retrouve sa femme. Idéalement, il tombe dans les bras de l'un de l'autre et tout se passe bien, etc. Donc, il vient un peu aussi en reconquête, quoi. C'est son projet. Est-ce que ça va réussir ? De reconquête. Le vocabulaire est bien choisi. Très bien. Bon, alors John, il aimerait bien que ça se passe comme ça, mais Argyle lui dit que ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre dans le parking souterrain, il lui donne sa carte avec le numéro de la voiture de la limousine,
Et il lui dit de l'appeler sur le téléphone si ça s'est bien passé et que si c'est une foirade, il l'attend et il l'amènera à un hôtel ce soir. Mims. Ça installe c'est un vrai sidekick solidaire. John entre dans la tour, c'est un immense hall, comme on peut s'imaginer, et il dit qu'il vient voir Holly McClane. Et le mec à l'accueil, là on est dans le début de la modernité des années 80, lui dit de chercher le nom dans l'ordinateur, et il y a un magnifique écran tactile, dernier cri. C'est lui qui doit chercher le nom? Ouais, c'est vraiment un écran tactile. D'accord. Franchement, impressionnant. C'est livré à toi-même. Bon, il cherche à M, et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il la trouve pas? Il la trouve pas. Alors, du coup, elle a changé de nom. Il cherche à G, et il trouve Holly Gennaro, elle a repris son nom de jeune fille. L'ordinateur indique qu'elle est au 30e étage, c'est normal, c'est là où a lieu la fête. Et le mec à l'accueil dit que ce sont les dernières personnes encore dans le bâtiment, tout le monde est rentré. Il lui indique l'ascenseur, John y va en sifflotant Vive le vent d'hiver, pour nous rappeler encore qu'on est vraiment à Noël. Et il voit des caméras de surveillance qu'il remarque et un mec qui attend dans le couloir. Pendant ce temps, on voit Argyle se garer au parking, John sort de l'ascenseur, c'est la teuf. On lui propose du champagne dans des gobelets en plastique. Et là, il y a un mec qui est un peu bourré qui vient l'embrasser sur la joue en lui disant « Joyeux Noël ». Et pour la première fois du film, ça va être un peu un running gag, il peste contre les mœurs californiennes. Lui, c'est vraiment le New-Yorkais, il n'aime pas Ah oui, c'est un clivage que nous, on n'a pas, on n'a pas la c'est un peu... East, j'allais West, dire les ch'tis et les Marseillais. Ouais, voilà. Ok. Mais oui, non, c'est plus Paris et Marseille, peut-être. Ok. Là, il tombe sur le patron, qui s'appelle en fait Joe Takagi, le président de la Nakatomi Corporation. John le remercie pour la limousine et dit que c'est un bel endroit qu'ils ont là. Et le patron précise que ça sera vraiment beau quand ça sera terminé parce qu'il y a encore quelques étages en travaux. Ce qui va avoir une importance plus tard dans l'histoire. Il l'accompagne jusqu'au bureau de Holly. Et il y a quelqu'un dans le bureau, à votre avis qui? Il y a le collègue qui la drague, lourd. Ouais, le collègue lourd. Alors, il est tout seul, le collègue barbu dragueur, là. Et il est un peu pris en flag en train de remballer de la coke. Là, on sent qu'il vient de se faire une ligne. Il est vraiment méchant. Il drague et il prend de la cocaïne. Bon, il est un peu mal à l'aise, machin, mais bon, tout le monde fait semblant de rien. Takagi lui présente John McClane en lui disant qu'il est policier, ce qui rajoute aussi un peu au côté nerveux. Il y a un petit small talk. Et en fait, en plus de Noël, il fête un gros contrat qui vient d'être signé par la société. Et le contrat a notamment été signé grâce à Holly. Donc les deux hommes là disent du bien d'Holly en disant que c'est une super employée, quoi. Et justement, Holly arrive, elle est agréablement surprise de voir John, elle est contente. Et elle va lui faire un petit bisou sur la joue, il y a une petite interaction, voilà. Là, Harry, qui est vraiment un énorme relou, on l'a compris, dit à Holly, vas-y, fais-lui voir la montre. Elle est gênée, il insiste. Et en fait, elle a eu un cadeau justement grâce à la signature du contrat et elle s'est fait offrir une Rolex. Bref, c'est vraiment tous les signes importants sur lesquels il se bloque. John qui dit qu'il la verra plus tard et demande s'il y a un endroit où il peut se faire une petite toilette parce qu'il vient de l'avion. Et cut, on a un plan d'extérieur, on est à la tombée du jour et on voit un poids lourd qui est en train de rouler en direction de la tour. On retrouve John et Holly dans une salle de bain. Et John a enlevé sa chemise, il est en débardeur. Et Holly lui dit qu'il ne faut pas faire attention à Harry. Et d'ailleurs, elle l'appelle par son nom de famille. Elle l'appelle Ellis. Donc Ellis, c'est son nom de famille. Donc, pour Harry. Ouais, Harry, c'est John. Harry et Ellis. Oui, parce qu'on s'appelle par son nom de famille dans les grandes non, boîtes. Ça montre qu'il n'y a pas de familiarité avec... Ouais. Et effectivement, c'est Ellis. Et de toute façon, Ellis, t'as presque envie de rajouter le connard, quoi. Mais bon, ils ont l'air d'être un peu... Enfin, ouais, c'est le collègue où elle a l'air d'être obligée d'être proche de lui, mais bon, il n'y a aucune affinité, je pense. Et d'ailleurs, ils sont dans la salle de bain privée d'Ellis, donc ça a l'air d'être un ponte de la boîte. Tous les deux, ils tournent un peu autour du pot, ils osent pas se dire les choses, et elle lui demande où est-ce qu'il a prévu de dormir. Il raconte qu'il a un ancien collègue qui a pris sa retraite dans le coin, mais c'est loin, donc là, elle lui dit « Tu veux pas venir dormir dans la chambre d'amis ?» Voilà, ils sont vraiment comme ça... Alors qu'ils ont tous les deux prévu de faire ça. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu mignon. Ça, c'est classique, je pense, surtout les séparés. Bon. Oui. Et elle va très... Enfin, elle fait plein de pas sympas parce qu'elle dit que ça ferait plaisir aux enfants et elle ajoute même que ça lui ferait plaisir à elle. En fait, comme c'est pas une comédie romantique, l'obstacle ne vient pas de leur relation à eux. Il va y avoir autre chose, je pense, qui va empêcher Mais si, un peu. Et tu as raison de faire le parallèle avec la comédie romantique, parce que je trouve que un des intérêts de ce film,
c'est que justement, c'est pas un pur film d'action et ça mélange des trucs d'autres genres. Et donc, il y a des éléments de la comédie romantique, il y a beaucoup d'éléments de thriller. Et du film de Noël. Et du film de Noël, exactement. Et Holly dit encore un autre truc encore plus mimes. Elle dit à John qu'il lui manque. Oui. Donc, il y a vraiment, elle fait plein de pas. Là, on est en mode, vont-ils se remettre ensemble, limite. Exactement. Plutôt que juste, vont-ils passer Noël ensemble. Ouais, et de toute façon, lui, c'est l'objectif. Lui, il veut se remettre. Et il porte toujours son alliance. Et donc il porte toujours l'alliance. Il n'a pas terminé l'histoire. Et Exactement. elle porte pas son alliance. Donc, Elle a pris son nom de jeune fille, surtout. Et justement, l'histoire du nom de jeune fille vient sur la table. Et alors qu'elle lui a dit ça, elle lui a dit qu'il lui manque, il commence à lui reprocher de plus utiliser son nom. Il dit tu n'utilises plus mon nom à part pour signer des chèques. Surtout que, d'après les infos qu'on a, je pense qu'elle gagne beaucoup mieux sa vie que lui, mais bon. Oui, il est flic. Et donc... Je sais pas comment est payée la police à New York, mais... Et là, ça part en embrouille. Donc, il s'engueule. Mais les femmes, toujours vénales. Hein. Toujours, rien que ça utilise les noms pour signer les chèques, mais après... C'est ça. Enfin, c'est vraiment lui qui passe pour le con dans ce truc. Et, elle a vraiment fait tous les signes pour être sympa. Et lui, il s'embrouille pour vraiment un truc à la con. Et ils finissent par être interrompus par la secrétaire. Le président va faire un nouveau discours et Holly s'en va. Du coup, on n'a pas la fin de la dispute et il reste tout seul dans la salle de bain. Et justement, il se parle au miroir et il s'en veut. En fait, il se dit j'ai vraiment fait nimp, je suis immature, qu'est-ce que je suis con, je suis pas venu pour ça et je commence à m'embrouiller. Avec... Putain, ça c'est une scène très années 80 de parler dans le miroir. Et j'ai lu une interview d'ailleurs dans l'excellent hors-série Rokirama sur Die Hard, il y a une interview du scénariste et il parle notamment du fait, et ça va revenir dans le film, qu'on a pas mal de choses sur les pensées de John McClane parce qu'il parle tout seul. Et ça, on n'est pas encore dans les années 2000 où il y a la voix qui fait ça, c'est moi. Mais les années 80, on se parle dans le miroir. Ok. Et du coup, il y a ce truc un peu matriciel du héros qui dit ses pensées. Il y a plein d'autres films qui ont copié ça derrière, mais c'est plutôt nouveau dans ce film-là. Ok. Et Bruce Willis, c'est vraiment le genre d'acteur que tu vois bien se parler tout seul dans les films. Alors, je sais pas si ça vient de Die Hard ou si c'est lui, sa personnalité, mais en fait, ça paraît pas fou qu'il fasse ça dans les films. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, on a des infos. Et de toute façon, on est dans l'efficacité. Là, depuis le début du film, il y a aucune scène, aucun moment, aucun détail qui est anodin, quoi. Enfin, tout te sert à te donner des infos, même si c'est parfois un peu grossier, ça te donne des infos pour comprendre tout. On retrouve le poids lourd, là, qui est en train d'avancer, qui fonce vers la tour, genre. Et même, non, il a un petit rythme normal. Okay. Non, et il entre dans le parking souterrain. Ok. On le voit passer d'ailleurs sur l'écran de la caméra de surveillance du mec à l'accueil. Donc, on voit justement qu'il y a des caméras partout. On avait déjà eu un plan sur les caméras de surveillance. Et il va se retrouver avec notre ami chauffeur. En tout cas, il va dans ce même parking. Et le mec à l'accueil voit arriver une voiture, là, qui se gare devant le hall d'entrée. Et deux mecs qui en sortent. Il y a un grand blond avec des cheveux longs et un mec... Avec une chaussure noire. Et un mec noir avec des lunettes. Ouais. Et ils entrent par la porte, ils s'approchent du comptoir et là, le blond aux cheveux longs sort un flingue et abat le mec de l'accueil. Ok. Ambiance, des Direct. méchants. Les méchants arrivent. Là, on est dans le film d'action qui a commencé. Oui, ça y est, boum, boum, boum. L'autre mec sort un talkie-walkie et prévient le chauffeur du poids lourd, ça y est, on est dedans. Il s'installe derrière un ordi et il commence à pianoter. Donc là, on rentre dans le film technologique aussi. Et pendant ce temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un autre mec près des ascenseurs. Ouais. Il n'a rien entendu parce que le mec s'est fait shooter avec un silencieux. Et le blond arrive, balance une petite rondelle dans le couloir qui roule jusqu'à lui tout doucement. Et en fait, la rondelle, elle explose et ça fait un flash aveuglant. Une rondelle. Une rondelle. Non, une petite rondelle. Vous l'appelez un palais. Sinon, un palais. Ça ressemble à un palais. Okay. Une grenade, mais super technologique. Et du coup, on comprend que c'est des gens, c'est des gens technologiques. Ils ont un ordi et des rondelles. Ouais. Enfin, l'ordi, il était là, mais ils savent utiliser. Ils savent utiliser aussi bien les ordis que les rondelles. et donc, il y a le flash aveuglant. Le mec, il arrive, il là-bas. Bon. Dans le parking, le camion se gare contre une sorte de petit quai en hauteur. La porte s'ouvre, tout est hyper fluide. La porte à l'arrière du camion s'ouvre. Et là, il y a une quinzaine de mecs qui en sortent. Dont Cheval de Troie. Ouais. Dont Alan Rickman. Tu vois qui c'est, Alan Rickman? C'était son premier rôle au cinéma à 42 ans. Parce qu'avant, il avait une belle carrière au théâtre, notamment en Angleterre. Et ça va devenir un acteur légendaire avec ce rôle, bien sûr, qui va vraiment le faire connaître. Ça va être aussi le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Et aussi, pour les plus jeunes, ou aussi de la génération, c'est le professeur Rogue dans Harry Potter. Donc, quand il est mort,
Plein de gens ont dit, au lieu de dire Alan Rickman, c'était genre Rogue dans Harry Potter. Et il a une super voix très très caverneuse aussi, donc il a fait plein de voix. C'est juste pas son nom. Mais... Il joue aussi dans Love Actually, dans Raison et Sentiment, donc, et puis grand acteur de théâtre. Super acteur et qui a vraiment... plein de gens disent... Enfin, c'est vrai qu'il y a Bruce Willis dans Die Hard, mais et comme disait Hugo d'ailleurs, beaucoup de gens font cette réflexion, le méchant est super, et le méchant c'est Alan Rickman. Le mec à l'accueil, il continue à pianoter sur les ordinateurs, et il prend le contrôle des ascenseurs, il baisse les grilles des parkings, et en quelques secondes, la tour est verrouillée. On se retrouve dans un huis clos. Tout le monde est enfermé. Tout le monde est enfermé. Pendant ce temps, Alan Rickman et sa bande arrivent à l'accueil, donc ils sont venus par le sous-sol, et un autre blond, il y a beaucoup de blonds, et qui ont des accents allemands. Blond-blanc. Blond-blanc. Blanc-blond et allemand, Ouais. tu te posais la question du positionnement politique. Ah oui, c'est les nazis. On est sur un peu des nazis. Bien sûr, Ils ont vraiment tous c'est des des profils de nazis. intemporels, des méchants. Pas des nazis, c'est des nazis des années 80, mais en tout Oui, cas, oui, des bien sûr. Des mecs de la RDA. Si, d'ailleurs, non, c'est plutôt... Ah oui, on va j'avoue. l'apprendre plus tard, ils se revendiquent être des Allemands de l'Ouest, je crois. Et aussi, la plupart des acteurs sont pas vraiment allemands, mais ils ont vraiment typecasté des gens qui ressemblent à ce qu'on... Et du coup, il joue un accent allemand qui doit être... Et oui, et d'ailleurs, Alan Rickman lui-même, lui, il est britannique, donc... Et lui, il ressemble moins à l'allemand. Et il fait l'accent allemand, lui ? Ouais, il a une sorte d'accent, et ça va être un sujet d'ailleurs, son accent. Ok. Dans le film. Et donc, pour résumer, il y a un mec de l'équipe qui a enfilé la veste de l'ancien agent d'accueil et qui a pris sa place, quoi. Comme si tout allait bien, mais c'est un méchant. On retrouve encore un autre blond avec des lunettes, cette fois, qui avance dans les couloirs de service, et là, il parle en allemand, et il cherche son chemin dans les couloirs, donc on est vraiment dans les couloirs murs en béton, avec des fils qui pendent et tout. En fait, le fait qu'il ait des lunettes, ça montre que ça va être un personnage qui va rester longtemps, parce que c'est le mec à lunettes, il faut se souvenir qu'il C'est existe. le cerveau. Sachant que le mec noir informaticien, il a aussi des lunettes. Donc lui, je vais plutôt l'appeler l'informaticien. C'est un informaticien de toute façon. C'est l'informaticien. Il a des lunettes, donc... ouais. Et en fait, comme il faut différencier les blonds, effectivement, il faut avoir le blond à lunettes, le blond à cheveux longs et tout. Et tout est... De toute façon, c'est super important, ce genre de détails, dans un film d'action où tu as besoin de te repérer. Parce qu'après, ils se tapent tous. Mais moi, c'est ça qui m'arrive dans ces films, c'est que je sais plus qui est qui, je les mélange. Et vraiment, John McTiernan, le réalisateur de ce film-là, il est réputé pour deux choses, justement pour qu'on se situe toujours très bien dans l'espace. On sait où on est, etc. Et on sait qui est qui. Et justement, il va jamais laisser deux blonds avec un pas de lunettes. Moi, oui, ils se ressemblent tous. Là, les muscleurs, là, je les confonds vraiment. Quoi. Non, ça, il y a un soin sur ça. Tu confonds pas les mecs. Et de toute façon, chacun a une fonction et une durée de vie qui est plus ou moins longue. Donc, tout est... et donc, lui, pareil, on va le voir descendre des escaliers en fer de manière un peu stylée en glissant sur la rambarde en mode militaire. Il est cool. Et tous les éléments jusqu'ici et la précision de leur exécution montrent que c'est vraiment des vrais pros. Ils ont vraiment bossé leur truc, c'est préparé. Et il sort une scie circulaire. Il a préparé la glissade sur la rampe aussi. Non, je sais pas. Dans le timing, en vrai, oui, il a un peu. Ouais, c'est vrai. Il faut être le plus rapide et il a appris par cœur son trajet et tout ça. Il arrive, il ouvre une armoire électrique avec plein de câbles. Et là, on retrouve John McClane. À votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de se parler dans le miroir encore, c'était très long. Il est en train de se brosser les dents. Non, et il est pas loin, il est en train de faire le point avec ses orteils. Donc il est pieds nus. C'est vrai. Pas mal. Et il a même une petite réflexion en disant « Ah, le con, ça marche un peu. » Et en même temps, il regarde dans son portefeuille et on voit les photos de ses enfants. Ça, c'est typique. Je sais plus si ça se fait encore, mais ça se faisait beaucoup dans les films des années 80 d'avoir les photos dans le portefeuille. Et il retombe sur la carte de visite du chauffeur de la limousine, Argyle, et il a l'idée de lui passer un petit coup de fil. Pendant ce temps, cut sur le blond à lunettes qui est en train de bricoler ses fils. Il y a du montage parallèle. On va voir Argyle qui répond. Et dans la cave, il y a le blond à cheveux longs qui arrive. Il a un gros masque et une tronçonneuse. Et en fait, c'est le frère du blond à lunettes. Donc non seulement ils sont blonds, et ils sont frères. Et en plus, ils sont frères. Et il lui dit « Salut frérot ». Il allume sa tronçonneuse et il commence à attaquer les gros tuyaux au-dessus de l'armoire électrique. Et là, son frère à lunettes, qui a l'air d'être... Il y a le bourrin et le cerveau. Il est en train de s'occuper de les fils. Il dit « Non, pas encore, j'ai pas fini ce que je dois faire ». Et l'autre, il s'en fout. À cause de la trottinette. À cause de la tronçonneuse, il n'entend pas. Et donc, il y a une mini-scène de suspense où l'autre doit se dépêcher de faire ce qu'il doit faire pendant que l'autre gros bourrin découpe tout.
Et du coup, ça coupe la communication entre John et Argyle. Il a juste eu le temps de lui dire je suis arrivé, pour le moment ça se passe bien. Et voilà, Argyle va continuer du coup à attendre John dans la limousine. On retrouve Alan Rickman et toute la clique armée jusqu'aux dents qui sont dans l'ascenseur et ils arrivent au 30e étage. Ça joue toujours la 9e symphonie. C'est lent. Et là, ils se mettent à tirer en l'air dans le grand espace. C'est la panique. Et John qui est dans la salle de bain pas très loin, il entend les tirs. Ça crie, c'est la panique. Tout le monde est rassemblé dans la grande pièce. John, lui, il est toujours à l'écart. Il se cache et on le voit courir dans les escaliers de service et monter dans les étages. Et il regarde à chaque étage en montant. Donc, il est au 30e. Au 31e, il y a des mecs en train de déplacer des grosses caisses avec apparemment de l'armement ou des trucs dedans. Au 32e, c'est complètement en chantier. Et du coup, il rentre, il n'y a personne. Il essaye de décrocher un téléphone sur la table d'architecte et il n'y a pas de tonalité parce que les communications étaient coupées. Mais du coup, son premier réflexe, ça aurait été d'appeler à l'aide. Ce qui d'ailleurs, ça, le scénariste en parle aussi, c'était un truc un peu différenciant dans les films d'action des années 80. On avait plutôt que des gros super-héros, genre Stallone et Schwarzenegger, ils ne vont jamais appeler de l'aide, quoi. Alors que Bruce Willis, il a un côté gentil héros auquel on peut s'identifier avec ses failles. C'est ça, un peu Monsieur Tout le Monde. Oui, un peu plus Monsieur Tout le Monde, même s'il est tellement pas Monsieur Tout le Monde. Mais c'est vrai qu'il a souvent des rôles comme ça, là, comme dans le 5e élément et tout. Il y a un petit côté loser, je mets des guillemets. Ouais. Et puis, s'il peut éviter de massacrer tout le monde, il va le faire, alors que Schwarzenegger, lui, c'est son kiff, quoi. Le body count de morts, il est vraiment important beaucoup plus important chez les autres. On a un cut donc, sur Alan Rickman. Tous les employés ont été rassemblés dans la pièce principale et il cherche Monsieur Takagi. Il ne sait pas qui c'est parmi les convives. Lui-même veut s'avancer, mais Holly, qui est à côté de lui, le retient discrètement. Et Rickman commence à réciter la biographie de Takagi, encore un élément qui montre qu'il est très préparé, il sait tout de la vie du patron. Et puis, finalement, par honneur, Takagi finit par se signaler pour qu'il arrête de... Donc, des mecs armés l'emmènent, et on retrouve John McClane qui est toujours en train d'explorer les étages, et il continue à monter. Et au 35e, qui est donc juste sous le toit, ils sont en train de faire quelque chose on ne sait pas trop encore ce qu'ils sont en train de faire. On retrouve Rickman et Takagi qui sont montés aussi, eux, au 36e étage. Pardon, c'est encore plus haut. Je me perds un peu dans les étages. Rickman, il amène Takagi dans une pièce au fond et on voit là un écran d'ordinateur et Rickman lui demande un mot de passe. Et Takagi va résister, dit que c'est n'importe quoi, que de toute façon, l'accès au système informatique ne servira à rien et que les équipes à Tokyo bloqueraient l'accès dès le lendemain, donc ça ne servira à rien de rentrer dans leur système informatique. Mais Rickman lui dit de se calmer. Rickman, il est très calme. Il est très méthodique, très préparé. Et il lui dit que s'il a besoin du code, c'est parce qu'il est intéressé par les 640 millions de dollars en obligations aux porteurs qui sont dans le coffre-fort qui est dans la tour et que l'ordinateur contrôle le coffre-fort. McClane, lui, il n'a pas entendu ça parce qu'ils sont dans le bureau au fond de l'autre côté de la vitre. Et on a la suite de la scène à l'intérieur. Rickman, il est quand même assez menaçant. Il retire le silencieux de son gun. Et il redemande le code à Takagi. Lui encore, il résiste. Il répond que ça ne servira à rien, même pour le coffre-fort. Il y a 7 sécurités. Et le code, c'est juste une de ces sécurités-là. Et dans la pièce, il y a aussi le blond bourrin aux cheveux longs. Et aussi son frère. Avec sa tronçonneuse. Ouais, il a laissé la tronçonneuse en bas. Dans la pièce, il y a le blond bourrin, le frère à lunettes et l'informaticien. Et Takagi dit que ça ne sert à rien, il ne connaît pas le code et que franchement, il va être obligé de le tuer. Et très calmement, Rickman dit « OK » et il le tue. Une balle dans la tête. OK. Donc là, le gars, Ça rigole pas. Ça rigole pas. Ouais. C'est méthodique. Je le sens très froid. Enfin, vraiment, un gros connard, quoi. Il est méchant. Il est méchant, très méchant. Très méchant. Donc ça fait peur. Et donc là, et ça asperge de sang la vitre. Ah oui, bien sûr, il y a du sang qui gicle, bien sûr. Ouais. Et du coup, John, il est choc-barre. Parce que là, pour lui, c'est la première fois. Enfin, voilà, il a entendu des coups de feu, des tirs en l'air et tout, mais il voit qu'il commence à prendre conscience de qui il y a en face, quoi. McClane comprend qu'il va devoir se casser vite fait parce qu'il voit que les gens vont sortir du bureau. Et il part, mais du coup, il fait un peu de bruit. Et là, ils l'entendent dans le bureau. Et Rickman envoie les deux blonds pour voir qui c'était. Il fouille un peu de partout et il trouve personne. Pendant ce temps, Rickman demande à l'informaticien de casser le code. De faire son truc, fais ton truc d'informaticien pour trouver le code.
John est caché dans un petit bureau et il est en train de... Comme il parle tout seul, on a des infos sur ce qu'il a dans sa tête. Et il est en train de prier pour que Argyle ait entendu les coups de feu et qu'il ait appelé la police. Il se dit, ça peut être notre seule chance, quoi. Sauf que là, on a un cut qui est vraiment dans la veine du ton du film. On a un cut sur Argyle qui est dans la limousine et il est au téléphone avec une meuf en train de faire des blagues et tout. Donc on sent qu'il va pas être l'homme de la situation et il va souvent y avoir dans le film des petites séquences pour désamorcer, justement, juste après des trucs très graves, il va y avoir un truc un peu comique. Voilà. On a une petite séquence avec des mecs en train d'installer des explosifs sous le toit. Donc en fait, c'est ça qu'ils étaient en train de faire sous le toit. Et l'informaticien explique à Rickman la situation. Il va lui falloir 30 minutes pour casser le code et au moins 2h30 pour les 5 protections suivantes. Mais la 7e, il ne pourra rien faire. Il faudra un miracle pour la 7e. Et Rickman lui répond « Fais-moi confiance. Il a un plan pour la 7e qu'il ne lui dévoile pas et que personne ne connaît. » Oui, et en fait, on se demande un peu pourquoi ils installent des explosifs au dernier étage alors que le coffre, il n'est pas là. Non. Donc il y a un autre truc prévu qui n'a rien à voir avec l'argent. Exactement. Ok. Mais ça, c'est ouf. Genre, du coup, ils ont prévu le film par rapport à la construction de la tour exprès ou... Non, alors le film, il est adapté d'un roman dans lequel ils ont changé un certain nombre d'éléments. Dans le roman, c'était un flic à la retraite qui venait voir sa fille. Et dans le roman, c'est vraiment des terroristes. Et il y a tout un truc avec une tour. Mais c'est plus un film où ils ont pris les opportunités, et notamment le fait que ça se passe dans la tour, et notamment sur l'écriture du scénario. Il y a pas mal de choses qui ont été réécrites en fonction de certaines contraintes ou pour s'adapter à certaines choses. Et je trouve que le scénario est très bien écrit, et certaines des petites faiblesses du scénario sont dues à de la réécriture et au fait qu'ils ont dû s'adapter à certaines choses, quoi. Donc John, il est à l'étage en travaux et il se parle tout seul et... Il va tout le temps se parler tout seul. Non, en fait, je réfléchis en termes de, de trucs d'écriture pour donner des infos aux spectateurs et tout. Maintenant, il y a pas mal de trucs sur son portable. Il aurait pu envoyer un message qu'on peut pas utiliser dans les 80. Mais tu vas voir qu'il y a presque ça. Qui va beaucoup servir. Là, il se parle tout seul. Comment donner les infos subtilement aux spectateurs là, c'est pas très subtil, du coup, il se parle, quoi. Et là, d'ailleurs, ce qu'il dit, il donne une info qui le caractérise, lui. En fait, il s'en veut de ne pas être intervenu parce que tu sens que c'est un mec qui essaye de bien faire son taf, de protéger les gens. En tout cas, on pourra reparler, il y a tout le rapport à la police dans ce film particulier. C'est pas un film à cap, tu veux dire? C'est pas trop un film à cap, mais il y a des subtilités quand même. Et en fait, il donne la réponse à ça, il dit si j'avais tenté quelque chose, je serais certainement mort. Ah, il se fait des débats dans sa tête même. C'est fait pas juste que se parler. Pourquoi je les ai pas sauvés? Je serais mort. C'est vrai, boss. Il y a le petit ange et le petit démon. Mais par contre, je trouve que Bruce Willis, comme tu disais tout à l'heure, Hugo, est parfait pour ça parce que franchement, ça passe bien avec lui, quoi. Il y a un truc. Franchement, GG à lui parce que c'est dur de jouer ça. Du coup, il cherche une solution. Tu ferais quoi maintenant dans cette situation si t'étais Bruce Willis? Je sais pas, aucune idée. Il regarde autour de lui, il a une première idée qui lui vient. Il voit le système d'arrosage anti-incendie et la sirène d'alarme. Ok, tu peux l'arroser pour déclencher l'alarme. Ouais, et donc, il déclenche l'alarme. Et en fait, dans ce genre de grande tour, en général, quand ça déclenche une alerte, c'est pas que sur place. C'est tellement des grosses tours qu'il faut que ça prévient les pompiers directs. Donc, bip, 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 le mec à l'accueil, il a une alerte au 32e étage, précisément. Et Rickman lui dit par talkie-walkie, il a une réponse prévue à ce genre de situation. Il dit « Appelle le 911, donne le numéro de code de l'immeuble et fait annuler l'alerte, quoi. » Dit en fait c'est un bug, c'est une fausse alerte. Depuis l'étage, John, il a cette frustration parce qu'en fait, tout de suite, il a la réponse. Il voit même des voitures arriver avec les sirènes, les gyrophares, et il les voit s'arrêter au loin et éteindre les gyrophares, faire demi-tour, quoi. La tuile. C'est pas du tout caricatural, genre en 1 minute 30 de temps que ça aille à l'accueil, les voitures elles sont arrivées. Ah non, en fait, non. En plus, en gros... C'est pour lui donner l'info à lui qu'il va rien se passer. Mais... Ouais. En plus de ça, Rickman, lui, il a envoyé le blond à lunettes, du coup, au 32e étage. Le gars allume la lumière, s'approche doucement, il parle à haute voix, en mode il y a quelqu'un ici, c'est le méchant, voilà, il est un peu con. Il avance vers un gros tas de planches en disant qu'il... Baston. Ouais, alors attends, il promet qu'il lui fera pas de mal. Et là, il saute derrière... derrière... C'est de méchant, je fais rien faire. Je vais rien faire. Il saute derrière le tas et il commence direct à mitrailler. Et là, il entend à l'autre bout de l'open space un bruit de scie circulaire. Parce que comme c'est en travaux, il y a des outils. Il va voir. Et là, John surgit derrière lui et le braque.
en lui disant de lâcher son arme qui est de la police. Pas avec une scie circulaire, du coup. Non, ça aurait été sympa comme braquage. Pour le coup, il a son flingue depuis le début. Il l'a toujours gardé avec lui. Bon, bref, il se saute dessus et il commence à se friter au corps à corps. Il traverse des plaques de placo. Il y a tout un... Si vous avez un kink, monsieur bricolage. Ouais. Et ils finissent par tomber dans les escaliers. Du coup, le premier affrontement de McClane, c'est plutôt un coup de bol. Il tombe dans les escaliers et le blond à lunettes meurt sur le coup. Coup du lapin. Mais lui, il n'est pas mort. Ok. Donc, tu vois, c'est encore une fois, pareil, dans la caractérisation de son héroïsme à lui, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. Jusque-là, oui. C'est jouable. Bon, il a eu de la chance. C'est pas Bruce Lee, quoi. Ouais, voilà, il l'a pas défoncé. Parce qu'en plus, le gars était quand même vraiment baraque. Oui, il l'a pas tué volontairement. Il non, voulait pas, en plus, il voulait y a pas ça lui aussi. faire du mal. Effectivement, il suit à peu près les règles. Bon. Pendant ce temps, l'informaticien vient de réussir à faire sauter la première protection. D'ailleurs, on a une petite indication de temps. Du coup, il s'est à peu près écoulé une demi-heure depuis qu'ils ont commencé à essayer. Et John, de son côté, il fouille le sac du blond, qui avait un sac. Il trouve des chargeurs pour la mitraillette, un briquet et un talkie-walkie. Est-ce qu'il y aurait un autre truc qu'il pourrait lui prendre ? Qui pourrait lui prendre un Il aurait envie de prendre à ce gars dead. Tes lunettes. Son arme. Il n'y pas de lunettes, pardon. Son arme, pardon, bien sûr, il lui prend. Oui. Un autre truc qu'il pourrait lui prendre, qui serait pas mal, ça serait ses chaussures. Parce que depuis tout à l'heure, il est parti pieds nus. Il est en train de contracter ses orteils. Oui, c'est vrai. Et il y a une petite blague, parce que du coup, il lui prend ses chaussures, et en fait, il dit 9 millions de terroristes dans le monde, et il faut que j'en tue un avec des pieds plus petits que ceux de ma sœur. Il a des plus petits pieds J'allais dire pile la pointure comme par hasard. Non, c'est marrant qu'ils aient fait le truc de les chaussures me Du font coup, pas. il peut pas les mettre. Ah, il peut pas les mettre. Ouais, okay. Ça lui va pas. Donc là, il fait toute une installation, il accroche le corps sur une chaise de bureau, il le met dans l'ascenseur. Et là, il va faire un move très technique. Il fait descendre l'ascenseur d'un demi-étage, il le bloque en appuyant sur le bouton qui bloque l'ascenseur. Bon, moi, je ne saurais pas faire ça déjà. Il ouvre la porte avec une barre de fer. Il avait trouvé une barre de fer. Il sort en grimpant du demi-étage. T'as dit barre de fer avec l'accent allemand non, j'ai voulu faire l'accent du sketch de Jamel. Ah oui. La barre de fer. La barre de fer. La barre de pardon. Comment tu ferais barre de fer avec l'accent allemand ? La barre de fer. La barre de fer. Ah non, j'ai fait belge, moi. Les Belges qui disent souvent barre de fer, d'ailleurs. Très souvent. C'est un terme pour désigner la frite. Et donc, on le voit faire ça et il relance l'ascenseur. Pendant ce temps, Rickman, il est en train de faire un discours aux employés. Il explique en gros qu'il a dû éliminer Takagi, donc là, il est en train de mettre un gros coup de pression et qu'eux, ils ont intérêt à se tenir à carreau. Et pendant qu'il est en train de faire ça, il y a l'ascenseur qui arrive à l'étage. Rickman va voir et en fait, il découvre le corps de son pote attaché sur une chaise de bureau avec un bonnet de Père Noël et un truc écrit sur son sweat. Et c'est écrit « Maintenant, j'ai une mitraillette. Ho, ho, ho. » Badass. Badass, un peu d'humour. Voilà. C'est un peu classe. Bon, et puisque... Mais attends, est-ce que c'est un bon move de se signaler de manière aussi frontale? Je vous donne toutes les infos. Vous savez où me trouver, je suis au 32e avec une mitraillette. Plutôt que de rester planqué et de faire son truc dans son coin. Ça, c'est une vraie question. En fait, je pense que... Bon, évidemment, ça serait un autre film. Enfin, là, on est moins dans un film infiltration et tout, mais la logique, ça peut être essayer d'attirer l'attention, faire venir des gens à lui, plutôt que... Parce que lui, il va pas... Ça sert juste à montrer qu'il est classe. On sait. Il y a ça... Non, mais... Il y a le message, c'est montrer qu'il est classe. Mais le fait de, comme dit Hugo, le fait de signaler versus le fait de rester incognito, ça, je sais pas. Parce qu'en fait, il peut pas aller à l'assaut tout seul avec là où sont les otages. Rickman, du coup, découvre le message laissé par John. Et en fait, John, il observe tout ça parce que toute son opération de tout à l'heure, c'est parce qu'il s'est mis sur l'ascenseur. Et il observe un peu la situation depuis la petite grille de l'ascenseur. Il apprend des infos et il en note certaines sur son bras, notamment que le frère du mec qui l'a tué s'appelle Carl. Le mec aux cheveux longs s'appelle Carl. Ok. Du coup, Carl, là, il est super vénère parce que c'est son frère qui s'est fait tuer. On voit Carl péter un câble dans une pièce, dit qu'il veut vraiment se venger tout de suite pour venger son frère. Et Rickman lui dit de se calmer, il faut s'en tenir au plan. Le plan étant qu'ils doivent placer des détonateurs, ouvrir le coffre et ensuite contacter la police pour qu'ils perdent des heures à négocier. Donc, dans leur plan, à un moment donné, ils ont besoin de négocier avec la police. Diabolique. Ça se passe dans un bureau vitré et Holly et Elise voient l'engueulade et ils comprennent qu'il se passe un truc. Elise demande s'ils pensent que c'est la police qui est là et Holly, elle reconnaît ce qui est en train de se passer, c'est que John doit être encore en vie et doit foutre le bordel. Et
Elle a déjà vécu ça. Ouais. Ça me rappelle ce repas de famille. Hein. C'est ça. Donc John, il monte sur le toit et là, avec le talkie-walkie, il va tenter un message de SOS. Et il résume tout ce qu'il sait. Il y a des terroristes, au moins 6, ils ont des armes automatiques, ils ont pris en otage une 30aine de personnes. Rickman se dit que pour transmettre, parce que du coup, il entend aussi ce qui se passe sur la fréquence, il a sûrement dû aller sur le toit et il envoie il envoie tout de suite du monde sur le toit. John, il a une réponse d'une femme au standard qui lui dit que cette fréquence est réservée aux appels d'urgence. Et donc là, ne quittez pas, monsieur. Ouais, un agent va prendre votre appel. Mais bon, en gros, elle le croit pas. Lui, il pète un câble. Il dit qu'il est pas là pour appeler pour commander une pizza. Bon. C'est trop bizarre. Pourquoi elle le croit pas ? Elle dit qu'il faut pas utiliser cette fréquence parce que normalement, je sais pas, faut avoir peut-être un code spécial. Ou, okay. Elle continue d'expliquer qu'il faut pas l'utiliser. Et là, il y a 3 terroristes qui arrivent sur le toit et qui commencent à arroser. Donc ça fait du bruit. Il s'échappe et du coup, la fille du standard demande à sa collègue de quand même envoyer une petite patrouille pour vérifier ce qui se passe. Cut, on est dans une supérette où on retrouve un policier en train de faire le plein de Twinkies, des petits gâteaux. Parce que c'est un policier. Exactement. Soit il est comme Bruce, soit il aime les donuts. Et c'est marrant parce que c'est là que le film est un peu méta. Le mec à la caisse lui dit qu'il pensait que les flics mangeaient que des donuts. Okay. Il sort de la supérette. Et là, on lui dit à la radio d'aller faire un tour à la Nakatomi Plaza et on voit qu'il est juste à côté. John, il est poursuivi par les mecs sur le toit. Il arrive dans une impasse, à un endroit où il peut pas faire demi-tour et il y a un gros ventilateur. Les mecs sont en train de s'organiser pour l'encercler. Lui a réussi à bloquer le ventilo avec sa mitraillette. Il passe, il a un peu de répit et il se retrouve à nouveau dans la cage d'ascenseur. Mais les ascenseurs sont plus à son étage, donc il peut plus se mettre dessus ou les prendre. Et là, on se dit que John n'a aucune chance. Rickman appelle ses hommes en disant « Faites pas les cons, il a aucune chance. » Et en plus, la police est probablement en route, puisqu'il a appelé pour envoyer un SOS. Donc, c'est pas le moment de faire du bruit ou du bordel dans la tour. Et là, John, il tente un truc. Il bloque sa mitraillette dans une petite fenêtre qui donne sur une grande cheminée qui est le conduit d'aération. Et il essaie de descendre d'un étage en se tenant à la lanière de la mitraillette. Donc, c'est super périlleux. Là, il aurait dû faire un peu du parcours, je pense, pour faire ce move. Il est tout près de pouvoir s'agripper au truc. Pendant ce temps, Rickman, il essaye de convaincre Carl de laisser tomber et de ne pas y aller. Mais Carl, il a son esprit de vengeance. Il veut vraiment agir. C'est ce qui va le perdre, je pense. Oui, on voit venir. J'ai cette sensation. Ouais. Et John, il s'étend de tout son long pour essayer d'agripper la petite fenêtre. Et la mitraillette lâche, il commence à tomber dans le vide, il loupe l'étage auquel il devait s'accrocher, mais il s'accroche en dessous, quoi. Donc la scène, elle est super... Il y a une scène Mufasa Simba, là, Scar Mufasa plutôt. Alors, pas tout de suite avec ça, ouais. Mais il y a cette scène dans le film, beaucoup plus tard. Et donc, en fait, il arrive à s'accrocher en dessous et à se glisser dans un conduit d'aération. Et après qu'il ait fait ça... Mais du coup, il a lâché la mitraillette, il n'y a plus de mitraillette. Elle est tombée dans le vide, en fait. En fait, elle était donc, en travers de la porte et il a perdu sa mitraillette. Et pas de flic, pas de mitraillette. C'est ça. Et en plus, ça fait du bruit. Et du coup, Carl entend, les autres. Finit par voir qui est dans le conduit d'aération. Et donc, il court avec les autres gars pour aller à l'étage où il se trouve. Scène tendue, claustro. Donc là, c'est super tendu. John, il est en train de ramper dans le conduit d'aération. Ils finissent par arriver à l'étage où se trouve John. Il les voit par une des petites grilles. Et Carl, comme un gros bourrin, commence à arroser le conduit d'aération avec son arme. Parce que Carl n'est pas fin, on a compris. C'est clair. Et fort heureusement, John n'est pas touché. Il a un appel de Rickman qui lui dit « Faut arrêter parce que la police arrive ». Et effectivement, la police arrive. Donc, ils s'en vont. Ça laisse le temps à McClane de descendre, de s'approcher de la fenêtre et de voir, depuis le haut de la tour, la voiture de flic arriver. En bas, le flic fait le tour doucement, il remarque rien de spécial. Il voit le mec à l'accueil, alors il dit à la radio « Bon, par acquis de conscience, je vais aller lui parler et vérifier que tout va bien ». Il se gare vraiment au pied de la tour. Et le mec de l'accueil qui a été prévenu par Rickman vient à sa rencontre. Il explique au flic que c'est juste un bug, une fausse alerte. Il n'y a eu aucune vitre pétée là, on voit pas ça depuis. Il y en a, c'est trop. Il y en a peut-être. Pour le moment, en plus, je crois pas qu'il y ait eu de vitre pétée. Et au pire, ça serait trop. Okay, Comme tout s'est passé au-dessus de 30 étages, vraiment, tu peux pas voir. Ouais. Puis il y a du brouillard comme c'est. Oui, voilà. Il y a des vautours qui tournent autour et tout. Et donc, c'est très frustrant, mais t'as une bonne intuition parce que justement, John, il observe tout ça et il a bien l'impression qu'il va rien se passer. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ? J'avoue, péter une vitre peut-être pour attirer l'attention. Exactement, ça peut être une bonne piste. Et
justement, on est dans le genre de tour où on peut pas ouvrir les fenêtres. Mhm. Oui, il peut pas créer par la fenêtre au secours. Non, mais du coup, il commence à essayer d'exploser la vitre. Et du coup, avant d'être repéré par le flic, il est repéré par un mec au 34e étage, quelqu'un de plus près, quoi. John se retrouve face à face avec 2 mecs. Donc là, il y a un nouvel affrontement. Ça canarde, il en tue un. Baston. Donc là, c'est impossible à décrire, mais c'est de la grosse baston. De toute façon, moi, perso, c'est le moment où je fais si ça avance, m'en fous, voilà. Mais c'est un des Allemands qu'on connaît qui tue ou... Oui, non, pas un de ceux qu'on connaît. Il y en a d'autres. Oui, il y en a plein, ok, d'accord. Ouais. Et il se retrouve à ramper de dos sous une longue table. Ouais. Donc on est retourné à l'étage un peu cossu, là, je crois. Mhm. Et tu as toute la séquence avec le méchant qui marche sur la table et lui qui est dessous. Et il tire sur la table ? Ouais, il tire un peu, mais à un moment, il s'arrête de tirer. Ça, c'est tous les trucs incohérents des films d'action où en fait, il suffirait que les méchants arrêtent de faire les débilos. Oui, mais c'est un peu classe comme ça. Ouais. Et du coup, il est dessous. Et en fait, il arrive à la fin de son chargeur. Et en fait, il y a eu le moment... En fait, au début de la séquence, John, il avait l'occasion d'abattre ce gars en particulier et il l'a pas fait. Il l'a juste maintenu en joue. Et le gars lui dit je vais t'exploser la prochaine fois que tu as l'occasion de tuer quelqu'un, n'hésite pas. Et John là-bas, il dit merci pour le conseil. Punchline. Voilà. Bon, en bas, le flic, il a rien vu d'anormal. Cool. Il retourne à sa voiture. McClane, il voit ça, il est deg. Et là, on a une super scène filmée d'en bas parce qu'on est sur le policier. Vraiment, lui, très tranquille. Lui, il va rentrer chez lui. Il a pris ses Twinkies et tout. Il est à côté de sa voiture, il dit à la radio qu'il n'y a rien à signaler. Il s'installe au volant, il fredonne une petite chanson de Noël. Il est vraiment dans le plus chill des états. Oui, c'est vraiment les 2 clichés de policiers, tu sais. Voilà, le plan-plan et l'aventurier. C'est ça. Et là, badaboum, il y a un truc qui vient s'écraser sur son capot. Quoi, à ton avis ? Qu'est-ce qui vient s'écraser ? Une tête, une main ? Bon, un corps entier. Un corps entier. Un Allemand. Un Allemand. Un Allemand. Ni Donc plus là, le flic, il est en méga panique. Il appuie à fond la marche arrière, il part en marche arrière. En plus, il se fait canarder depuis la tour. Donc là, c'est l'apocalypse. Il continue à reculer à fond. On le voit passer, il y a un plan marrant où on le voit passer dans la lunette arrière d'Argyle, qui lui est toujours en train de s'ambiancer. Oui, j'ai senti que ce personnage, il allait tout le temps être en train d'écouter du rap à l'arrière de la voiture et de faire sa life. Ok. C'est le comic relief. Et la voiture de police finit par s'écraser un peu en contrebas. Et là, pendant ce temps, il appelle les renforts, vraiment genre Officer Down, il dit pas ça, mais c'est vraiment ça l'ambiance. Bon, cette fois, tout le monde est prévenu, et il y a vraiment la cavalerie qui arrive, il y a des dizaines de voitures de flics qui encerclent la tour. Et Rickman fait le point avec ses hommes. Lui, il est très calme. Il explique juste que c'est un peu en avance sur le programme, parce qu'il a déjà dit que de toute façon, la police devait s'en mêler à un moment, et que la police est même nécessaire pour son plan. Ah oui. Et donc, tout va bien, c'est que le début. Et là, il a un appel sur son talkie. Il commence à gueuler en disant que c'était le moment de faire silence radio, sauf que c'est pas un de ses hommes qui l'appelle. C'est John. C'est John qui l'appelle. Et John, il lui liste les noms des mecs qu'il a tués. Donc ça met Rickman un peu mal à l'aise. C'était pas dans le plan, ça. Ouais, ça, c'était pas dans le plan. Et en même temps, il fait le point sur ce qu'il a récupéré dans les sacs des mecs. Et on voit qu'il a à nouveau une mitraillette et aussi du C4. Donc il a maintenant c'est quoi du C4 ? de l'explosif. Ok. C'est les sortes de... On dirait comme de la pâte à modeler. C'est la rouge, là ? Non, c'est plus des pains de pâte à modeler dans lesquels tu plantes des détonateurs. Okay. En tout cas, dans les films, c'est ça. Oui, parce que moi, je connais pas les vrais trucs. Oui. Donc, Rickman continue à le travailler un peu, lui dit qu'il a trop regardé de films, qu'il a tort de se prendre pour un héros à la John Wayne. Comment c'est trop méta ? Il y a un personnage de film qui dit vous avez tort de regarder trop de films. Et d'ailleurs, c'est encore plus méta. Donc, c'est intelligent, en fait. C'est pas que de la baston. Il cite même les autres héros des années 80, justement, Stallone et tout. Qu'on les confond, normal. Ouais. Et il finit par demander à Monsieur le Cowboy, parce que comme il l'a comparé à John Wayne, il dit Monsieur le Cowboy, s'il pense vraiment qu'il a une chance contre eux, il le défie. Et là, McClane a une réponse iconique. Il dit « Yippee-ki-yay, motherfucker », qui est la réplique culte de Die Hard. T'as peut-être entendu la réplique. Ouais. Et là, on a un nouveau personnage qui va rejoindre tout ce bordel. À votre avis, qui c'est qui manque dans toute cette histoire ? Qui c'est qui manque dans ce... Donc la police a été prévenue. Lex ? Non, vraiment un nouveau personnage qui est introduit.
Qu'est-ce qui nous manque? Le négociateur du FBI ou un truc comme ça. Alors le FBI et les négociateurs vont arriver, mais ça pour moi c'est toujours dans l'ensemble police. Ouais. Mais il y a une nouvelle entité qui arrive, c'est Un balayeur. Non, un journaliste télé. mais oui, ouais. bien sûr. Il nous manque le journaliste télé. Et Oui. on a le journaliste télé qui va être le journaliste télé hyper intrusif, arrogant, avide de scoop, vraiment un peu méchant. Il a tendu l'appel parce que il est branché sur la fréquence de la police. Et on le voit négocier avec son red chef pour pouvoir y aller sur place avec un camion. Oui, il y a la scène du bureau, les téléphones qui sonnent et machin. Okay. Et en fait, et même lui, il est plus donc journaliste télé, donc il est en coulisses du genre l'équivalent du 20h, quoi. Enfin, tout commence à se mettre en place. Carl confirme à Rickman que John n'a pas menti à propos des mecs qu'il a tués. Donc il a retrouvé les cadavres et qu'il a récupéré le sac dans lequel il y avait les détonateurs. Donc ça, c'est un problème. Ils peuvent pas faire péter. Et Rickman appelle l'informaticien pour voir où il en est. Il a percé 3 protections, il en reste 4. Donc ils ont avancé dans leur plan, mais les détonateurs étaient une partie importante du plan, et ça devient vraiment un problème, ce John Maclay. En bas, le policier passe un message sur la fréquence d'urgence en disant que si quelqu'un l'entend, il faut se signaler. Et on apprend au passage que ce personnage a un nom, il s'appelle Al Powell. Donc Al, c'est le policier qui a fait la routine, le mec qui mange pas des donuts, mais presque. Oui. Et donc, il y a un petit gros qui a l'air d'être rangé des voitures, mais on va en découvrir un peu plus sur lui. Mais voilà. Et donc, lui, il rentre en contact. John lui répond, il dit qu'il peut pas donner son identité tout de suite parce qu'ils sont écoutés. Il sait bien qu'ils sont écoutés, mais il donne les infos. 30 otages, 30e étage. Et là, on a un inspecteur qui arrive, un mec plus haut gradé dans la police, qui vient demander à Al tout ce qu'il sait. Il y a un échange un peu tendu, et donc pareil, dans la caractérisation, tu vas avoir le flic connard qui croit tout savoir et en fait qui est nul. Et justement, il va jouer aussi, et ça a une fonction même pour le spectateur, c'est qu'il joue le sceptique. C'est-à-dire qu'il dit, rien ne nous prouve qu'il y a vraiment une prise d'otage et tout ça. Ce qui le rend très énervant aux yeux du spectateur, parce que nous, on sait très bien. Nous, on est dans l'urgence. Ouais, je vois. Donc voilà. Et là, il y a en plus le camion de télé qui arrive. On voit Rickman installer un petit poste dans son bureau, un petit poste de télé. Et il va aussi pouvoir suivre ce qui se passe via les journalistes. Et à ce moment-là, il y a Holly qui se présente à lui avec une requête. Et c'est elle qui a un peu organisé le truc pour les otages. Elle demande un sofa pour la femme enceinte. Elle négocie ça. Et le fait qu'on organise des petits groupes pour aller aux toilettes. Elle est vraiment super. C'est la maman. Le journaliste, il fait son reportage et il annonce qu'il y a une prise d'otage. Donc en fait, ça devient public. Les enfants vont pouvoir regarder ça à la télé. Ouais, c'est vrai que ça va jouer un rôle pour les enfants. Et il y a un autre encore personnage qui, parce qu'il a sa télé dans la limousine, va découvrir qu'il se passe un truc de fou. Ça y est, il est enfin au courant. Donc Argyle est au courant. Mais pareil, ça ne va ne servir que un peu des effets comiques parce qu'il va paniquer, mais en fait, il ne peut pas sortir. Okay. Et en plus, le journaliste précise que les lignes ont été coupées et que le seul moyen de communication qu'il a utilisé à l'intérieur de l'immeuble, c'est des talkie-walkie et des CB amenés par les terroristes. Et Argyle, il a une CB dans sa limo et du coup, il peut entendre, il l'allume, il entend des choses qui se disent. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure sur... il n'y avait pas encore les portables, mais du coup, ils utilisent beaucoup... Ça utilise un autre procédé. Pour qu'il y ait des communications entre les personnages. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent s'intercepter leur communication. Ce que tu peux pas faire avec... Enfin, imaginez qu'il y a un truc qui intercepte les textos, mais bref. Ouais. Oui, les Allemands, ils ont sûrement un truc pour entendre tout ce qui se dit sur eux de l'extérieur. Ouais. Bah oui, de toute façon, ils sont tous sur les mêmes fréquences là dans la tour. À l'extérieur, les flics se préparent à rentrer. Al, il dit que c'est pas une bonne idée, qu'il y a potentiellement 30 otages à l'intérieur, mais l'inspecteur connard... Il le croit pas. Le croit pas, machin. Il vraiment, est bourrin, de toute façon. Il est bourrin. Comme c'est un connard de flic. On va le faire à l'américaine, on y va, on donne l'assaut. Rickman avait prévu le coup et dit à ses hommes de se préparer. Donc là, on a une équipe de 4 mecs qui va sur la porte d'entrée et qui commence à essayer de faire sauter la serrure. L'informaticien voit tout ce qui se passe, donc il donne toutes les infos, il n'y a aucun effet de surprise. L'inspecteur, il commence à réaliser que son plan, c'est vraiment merdique et il demande à ce qu'on fasse revenir les hommes. Sauf qu'il y a un autre gars dans la hiérarchie qui est le gars qui gère le SWAT, quoi, en gros, qui lui dit non, mais c'est bon. Donc, toute la hiérarchie des flics est vraiment complètement nulle, quoi. Enfin, ils se communiquent très mal entre eux et voilà. Donc, il ne rappelle pas les gars. Et au contraire, il dit non, en plus, même si on galère à ouvrir la porte, c'est pas grave parce qu'on a envoyé la voiture bélier. Et donc là, bourrin. T'as un plan sur un méga véhicule blindé qui est en train de foncer vers l'entrée de la tour. Et de l'autre côté, les Allemands,
ils ont les caisses militaires qu'on a vues et ils en sortent un énorme lance-roquette. Waouh. Et là, ils se mettent en position. Ils sont très méchants. Ils sont à un étage. Un film des années 80 sans lance-roquette, c'est pas un film des années 80. Clairement, là, on est sur des trucs où il va falloir de l'explosion, il va falloir du lance-roquette et tout ça. Mais du coup, McClane, il est préoccupé. En plus, il entend ce qui se passe, tout ça à la radio. Et il a une nouvelle idée. Il prend il fait beaucoup de choses avec les chaises de bureau. Et il prend une hache à incendie et il met du C4 sur une chaise de bureau. Mais on voit qu'il est créatif depuis. Il est inventif, ingénieux. Un peu MacGyver. Ouais, un peu. Et il fait ce petit sandwich. En fait, il met un pain de C4, la chaise de bureau, un écran d'ordinateur, il enroule le tout. Et il balance ça, après s'être fait une ouverture avec une hache, il balance ça dans la cheminée d'aération. Ouais. Donc le truc tombe tout en bas. Pourquoi il fallait saucissonner ? Juste pour que ça tienne, quoi. Ouais, ok. En gros, que ce soit lourd aussi, peut-être. Pour ça, ouais, et que ça tombe vite. Après, je pense là, on est typiquement dans les trucs. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, mais c'est comme ça dans les films, quoi. En gros, il se crée une petite bombe qui va exploser et il la balance dans la cheminée pour que ça explose en fait en bas. Et donc là, ça fait une méga explosion, mais dans les étages du bas, quoi. Ce qui va aussi éliminer les terroristes, enfin les malfrats qui s'étaient installés en bas. Et donc là, tout le monde hallucine. Les flics commencent à se dire « Ah oui, ça rigole pas ». Et faire surtout péter la base de la tour dans laquelle tu te trouves. Bonne ou mauvaise idée, à votre avis ? Je sais pas. Ouais. Bah, non, mais là, il tente le coup. Très bien. Et à la télé, les journalistes dévoilent l'identité du terroriste responsable de la prise d'otages en cours. Donc eux, ils parlent de terroristes. Et donc le personnage d'Alan Rickman s'appelle Hans Gruber. Un Allemand. C'est un Allemand, membre d'un mouvement radical d'Allemagne de l'Ouest, mais dont l'organisation a annoncé qu'il a été exclu. Donc ils comprennent pas trop qu'est-ce qui se trame derrière ça. Un méchant de chez les méchants. Un méchant bien méchant. Il est très méchant. John appelle Hal et il lui dit qu'il y a au moins 2 gars en moins grâce à cette explosion. L'inspecteur prend la radio et commence à l'insulter. Donc pareil, ça on le déteste. On le déteste, lui. McClane lui dit d'aller se faire foutre. Et cut, on va retrouver Harry Ellis. Donc Harry, le dragueur relou. Le relou, il est toujours là, lui. Putain, on tue plein de gens, mais pas le relou, quoi. Patience. Faut qu'il soit encore plus relou pour qu'on ait bien envie de le tuer. J'espère que ce sera satisfaisant, surtout. Ouais. Alors là, on est vraiment sur le macho asshole. Très bien. Et lui, d'un coup, il a l'envie de prendre les choses en main. Oui, c'est vraiment... c'est lui, il sait piloter l'avion, si tu lui demandes. Et tout, alors, 1000%. Voilà. Et Ouais. justement, tu vois resserrer son nœud de cravate et il dit Oli, je négocie des contrats de plusieurs millions de dollars dès le petit-déj. Tu crois que je vais pas pouvoir gérer... C'est vraiment un gros trou du cul. Démonstration. Voilà. Donc, il va voir Rickman, Hans Gruber, je peux l'appeler Hans, en fait, à partir de maintenant. Et il lui dit qu'il peut lui livrer le mec qui les fait chier en haut. Il a des infos pour l'avoir. Donc, ce move, cette prise d'initiative... Quelles infos? Pendant ce temps, John discute avec Hal. Hal lui dit que sa femme est enceinte. John dit qu'il a 2 gosses, donc ils sympathisent tous les deux un petit peu. Des petits papounets, ils sont mignons, c'est des papounets. Et là, Rickman les interrompt sur la fréquence. Il veut parler à John, en fait. Et il lui dit, alors, monsieur McClane, parce que maintenant, il a son nom. Ouais. Parce que le connard lui a donné son nom. Ouais. Il a même d'autres infos. Il dit, alors, officier McClane de la police de New York, machin. On a le miroir par rapport à tout à l'heure où c'est l'autre qui avait plus d'infos et tout. C'est ça. Et il lui dit, je suis avec quelqu'un, un très bon ami à vous, qui veut vous parler, quoi. Et en fait, Ellis a dit que c'était le méga pote de McClane. Et donc là, John, il est stressé, il se dit, putain, quelle idée de merde et tout ça. Et il dit à Ellis, je te connais pas, machin, c'est n'importe quoi. Et Ellis dit, mais si, je suis ton ami, je t'ai invité à la soirée, voilà ce que j'ai dit. Et en plus, il est trop à l'aise. Pendant ce temps, il se fait servir une canette de coca, il a les pieds sur le bureau, limite. Et lui, il a des chaussures. Ouais, il est vautré. Et il lui dit, va falloir que tu coopères. Ils sont à la recherche des détonateurs. Ils veulent vraiment les détonateurs. Il faut que tu les donnes, sinon ils vont me tuer. Moi, ton super ami. Et donc, McClane, il est abasourdi. Il dit... il essaye de convaincre Hans, je le connais pas du tout et tout ça. Il dit abandonnez-le. En disant abandonnez-le, tu ne sais pas. Et surtout, en fait, il est mis en porte-à-faux parce qu'il dit tu ne sais pas en fait à qui tu as dit ça, quoi. Et Ellis est toujours cool, mais là il commence un peu à stresser. Et là John n'y répond plus, il sait que c'est foutu, quoi. Et Hans sort son arme et on entend un coup de feu. Boum boum. Les otages, ils se mettent à hurler, parce que c'est juste à côté. Oui, on est à côté des otages. Hans fait entendre les hurlements des otages et il commence à gueuler sur John en disant de se dépêcher
parce que s'il lui donne pas les détonateurs, il va tuer d'autres otages et au bout d'un moment, ça pourrait peut-être tomber sur quelqu'un que lui connaît vraiment. Qui pourrait être ce quelqu'un qui connaît vraiment, qui serait en danger dans les otages? Ouais. En bas de l'immeuble, pendant ce temps, Hal et l'inspecteur sont en train de s'embrouiller à nouveau sur ce qui est en train de se passer. Putain. Et ils sont interrompus par Hans qui les appelle. C'est trop frustrant et tout, c'est à vous dire, mais enfin! Et là, il donne ses revendications, il donne une liste de camarades qui souhaiteraient faire libérer d'une série de prisons dans le monde. On comprend le motif, ça y est. Ouais, c'est hyper galère, qui dit qu'il veut libérer des gens en Irlande du Nord, au Canada, au Sri Lanka. Okay. Le flic au téléphone, le flic de Los Angeles, il dit comment je veux que je vais ça passer quelques coups de fil. Et il leur donne 2 heures et il raccroche. Mais on comprend que c'est pas vraiment son plan et que c'est pas vraiment des terroristes. Donc ça, c'est plus un truc pour occuper la police et détourner. Fausse requête. C'est ça. Ok, très bien. Il prend des nouvelles de l'informaticien et il en est à l'avant-dernière protection, donc ça avance. Mais il dit vraiment, va falloir un miracle pour la dernière. Je ne sais pas comment on va faire. Hans envoie Carl aux trousses de John. Il faut vraiment récupérer les détonateurs. Là, c'est la mission. L'inspecteur est en train d'essayer de dépeler les groupes politiques à libérer des prisons. Et là, on l'informe que le FBI est arrivé sur les lieux. Donc là, ça monte encore dans la hiérarchie. Et tu as les 2 mecs du FBI qui arrivent. Des clichés de mecs du FBI. En costard en costard, ils donnent pas l'heure aux gars, ils arrivent, c'est bon. Ils bon. sortent leur carte? On gère. Même pas, ils sont là. L'inspecteur Tocard dit c'est moi qui est en charge de la situation, et il dit plus maintenant. Bon, on retrouve Hans tout seul qui observe le toit. En fait, il est allé sur le toit pour voir là où ont été posés normalement les explosifs. Et il voit que les trucs sont pas encore en place, où il n'y a pas les détonateurs. Ça, je comprends. Je suis pas démineur, donc je comprends pas exactement ce qui se passe, mais il y a un problème. Et comme il avait son flingue dans la main et qu'il a dû escalader à un truc pour pouvoir aller voir, il avait posé son flingue et il tombe nez à nez avec John, qui était sur le toit. Donc là, tu as Hans tout seul, nez à nez avec John. Et il y a un petit moment de flottement. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Hans? Est-ce qu'on pourrait se dire, dans un gros film d'action bourrin... Il lui tirait dessus. Ouais, même pas parce qu'il a plus son flingue. Mais dans un gros film d'action bourrin, il commencerait à se battre ou quoi. Sauf que déjà, c'est pas le personnage de Hans qui est pas physiquement, ça va pas forcément être son truc. Et aussi, justement, il est très intelligent. Et du coup, ce qu'il fait, comme il est en costard, à tirer à 4 épingles et tout, il se met à jouer le mec qui a super peur. Et il fait j'adore. Oh mon Dieu, Smart. Vous êtes avec eux, c'est ça et tout. Et en fait, il fait comme s'il croyait que John était un terroriste. Donc là, ça rend un film d'action intéressant pour moi. Et là, genre de et on a une scène vraiment pas mal. McClane lui dit qu'il est flic à New York aussi pour le rassurer. Et il dit qu'il a été invité par erreur à la soirée. Donc il lui donne des infos. Il lui donne des infos, mais pas toutes les infos non plus. Donc il est quand même un peu sur ses gardes. Hans observe qu'il est pieds nus. Donc il voit quand même ce truc. Le leitmotiv. Et il y a un autre détail, c'est qu'ils sont près d'un panneau avec le nom de tous les employés de la boîte. Et John lui demande au fait comment il s'appelle. Il dit moi je m'appelle John McClane, comment tu t'appelles? Là il y a un petit moment de flottement et le mec il répond je m'appelle Bill Clay. Et là il y a un zoom sur le panneau et il y a effectivement un mec qui s'appelle William Clay qui bosse dans le bâtiment. Et du coup John il est rassuré, il lui demande s'il sait se servir d'une arme et il lui donne son flingue. Il lui donne un flingue, sachant qu'il a aussi une mitraillette. Donne un flingue. Il lui donne le flingue. Et après lui avoir donné son flingue, il avance tranquillement dans le couloir. Et dans le plan, il tourne le dos à Hans. Donc là, on flippe en mode il va le braquer, etc. Je suis pas bien là. Et effectivement, tu le vois dans le dos, qui commence à parler en allemand dans son talkie-walkie, à donner des instructions. Ce que j'allais dire, c'est son talkie-walkie, il aurait pu faire du bruit et le griller. Il chuchote en allemand. Parce que non, mais là, il le dit, et du coup, John l'entend. Hans le braque et du coup lui demande les détonateurs, parce que peut-être qu'il les a cachés, donc il veut pas l'abattre tout de suite. Si vite, c'est décevant. Hans le menace, lui dit qu'il va tirer à 3. Et en fait, il fait même pas le décompte de 3. Il appuie sur la détente. Mais en fait, ça tire pas. L'arme est vide. Et John lui dit, mais tu crois que je suis si stupide? Et donc, en fait, ça veut dire qu'il savait depuis que, en fait, c'était pas... William Clay. Que c'était un terroriste, quoi, que c'était un des méchants. Et le truc, c'est qu'ils ont même pas le temps de discuter au-delà de ça, parce que les hommes d'Hans qu'il a appelés avec le talkie-walkie arrivent et ça mitraille direct. John va se mettre à couvert. Il se cache, ça mitraille à fond dans tous les sens, et d'un coup, Hans, il a une idée, et il dit à ses hommes de tirer dans les vitres. Et ils arrosent à fond, et ça met plein de bouts de verre par terre. Et donc, tout le sol est jonché de petits bouts de verre. Le problème, c'est que John, il est pieds nus. Tout ça depuis le début, depuis la scène de l'avion. Carl balance une bombe aveuglante, et quand ils arrivent, John n'est plus là. Tu veux dire une rondelle? Une rondelle. Il balance sa petite rondelle, et
malgré tout, il a laissé le sac avec les détonateurs derrière lui. Du coup, il récupère les détonateurs. Là, on retrouve John qui est en train de se traîner dans la salle de bain, les pieds en sang. Enfin, il a vraiment douillé, il a fait le fakir, mais pas très bien. C'est vraiment un héros quand même. Et t'as une scène un peu, moi, qui me traumatisait quand j'étais gamin, où il est assis du coup sur le lavabo et il s'enlève les petits bouts de verre un par un. Affreux. On a une petite séquence de conversation assez ambiguë avec Hal et John. On en apprend plus sur Hal, qui en fait était plutôt un policier qui faisait pas que des patrouilles et de la circulation avant, qui était vraiment qui faisait des opérations et des trucs. Et en fait, il a arrêté et il veut plus se servir de son arme parce que en fait, il a abattu un gamin de 13 ans par accident. Et voilà. Et du coup, machin, bon, il s'en veut. Enfin, on est dans le truc, mais le film est pas. Enfin, c'est sûr qu'il glorifie à fond la police, notamment par le personnage de McClane, mais en même temps montre plein de dysfonctionnements. Ouais, voilà. Ok. On retrouve Hans et son informaticien qui observent ce qui est en train de se passer. Et le FBI est sur le point d'essayer de couper l'électricité du bâtiment. Et en fait, c'est exactement ce dont ils avaient besoin pour débloquer la dernière sécurité. According to plan. En fait, le truc, c'est que couper l'électricité du bâtiment, il faut couper tout le bloc. Parce qu'il y a tout le quartier va plonger dans l'obscurité. Okay. Et on est la veille de Noël. Et donc là, il y a un petit... On va ruiner Noël, non. Il y a un petit clash entre le FBI et les mecs de l'EDF local. Really? Putain, c'est sacré Noël. Et bref, ils le font. Les lumières s'éteignent et après, le bâtiment bascule sur le générateur d'urgence. Et là, bam, le coffre s'ouvre. Et s'ouvre sur la 9e symphonie de Beethoven qui joue à fond. Et il trouve à l'intérieur, il y a bien les bons haut-porteurs, les sortes de feuilles de papier qui ont beaucoup de valeur. Depuis l'enfance, j'ai jamais bien compris ce que c'était, mais apparemment c'est de la thune et c'est pas vraiment des billets. Et il y a une fortune, 640 millions de dollars. Aujourd'hui, mis à jour, ça serait 1,5 milliard. Donc c'est vraiment un gros braquage. Beaucoup d'argent. Pas mal. Et là, Hans demande à parler au FBI en appelant sur la radio. L'agent Johnson lui annonce que ses camarades ont été libérés et que les hélicos sont en route. Et en fait, chacun, après avoir raccroché le talkie-walkie, disent la vérité sur leur plan. Le plan du FBI, c'est d'abattre les terroristes. Ils envoient des hélicos avec des mecs armés. Et en fait, le plan de Hans, c'est de faire péter le toit. En fait, de faire monter les otages sur le toit. Et tout exploser. De faire tout péter. Okay. Et donc, certainement, de partir par un autre endroit. Bon, là, on retrouve John qui est torse nu. Méchant. Quel méchant. Très méchant. Ah, il nous manquait de voir un peu des biscottos, peut-être. Ouais. On avait le Marcel, mais... Après, voilà. Et encore une fois, comparé aux autres action heroes, il est plus relatable. Sur sa musculature, je sais pas, mais ouais. Sur la musculature, il est plus normal. Oui. Quand même. Par rapport à Schwarzenegger ou Stallone. Oui, évidemment, mais... Bon, c'est pas non plus Monsieur Tout-le-Monde, quand même. Un petit début de calvitie aussi. Enfin, on est bien. Oui. On est à l'aise, on est à la maison avec Bruce Willis. Bon, il s'est fait... En fait, c'est pas gratuitement qu'il est torse nu, c'est qu'en fait, il s'est fait un bandage avec son Marcel sur le pied gauche, là où ça saignait vraiment beaucoup. Et donc, c'est un peu... Bon. Comment ça? C'est quand même il fallait trouver un prétexte pour le montrer à poil. Oui, mais... Ils ont trouvé un prétexte. En tout cas, tout est connecté. Convenable, mais ouais. Il y a un truc, il doit se faire un garrot au pied, sinon il pisse trop de sang. Il appelle sur la radio et il demande à Hal de trouver sa femme et lui dire qu'il a vraiment été un connard, qu'il aurait dû être plus solidaire d'elle. Dis à Billy que son papa ne rentrera pas pour Noël. C'est ça. Ouais. Et il lui dit un truc, qui vaut ce qu'il vaut. Il dit, je lui ai dit, je t'aime des milliers de fois, mais jamais je suis désolé. Et il veut qu'il lui dise qu'il est désolé. Ok. Voilà. Et Hal lui dit, mais non, tu lui diras toi-même. Bref, là on a un cut sur le journaliste connard qui a cherché des infos et il est chez Holly. Ok. Là, il y a la nounou qui ne veut pas la laisser rentrer. Il la menace d'appeler l'immigration. On avait dit au début que c'était une hispanique. Et c'est comme ça qu'il a réussi à rentrer. Horrible. John est de retour, il est retourné sur le toit et il essaie de comprendre le plan. Et là, il découvre le C4 avec les détonateurs qui ont été mis. Il veut avertir Hal, mais au moment où il lui parle, il se fait braquer par Carl. Et ça part en gros combat à main nue qui va durer longtemps pendant qu'il se passe d'autres choses en même temps. Ok, très bien. Oui, t'as des cuts qui s'entrecoupent, baston mais ils vont se battre pendant super longtemps. Ok. Torse nu. Là, c'est vraiment les endroits où moi, je m'ennuie. Mais il se passe plein d'autres trucs en même temps. Oui, donc, du coup, ça va. Ouais. Notamment dans le bureau
en fait, il va se passer un truc assez important, c'est que dans le bureau, sur la petite télé de Hans, qui diffuse du coup les infos, on voit la fille de Holly et John, qui est en train de se faire interroger à la télé et qui veut que ses parents rentrent à la maison ce soir. Et Pourquoi il est chez elle, lui? c'est le journaliste, Non. pourquoi il est allé là? Parce qu'il a retrouvé le nom D'une des otages, et il s'est dit... otages, et il fait un je moment vais à la famille. télé, on va voir l'enfant. Ouais, il veut qui faire a des ses parents, parents. quoi. Ok. Ouais. Mm. Franchement, ça, c'est pas si improbable, ce genre de crasserie C'est clair. sur CNews, Du coup, BFM et tout. ils voient leurs enfants à la télé faire « Papa, maman Non, alors, c'est pas eux, c'est Hans ». Ah, Qui d'un quelle coup info. fait le lien. Et en fait, il re-regarde sur la commode et il voit retourne la le photo. cadre. Aïe, Et là, aïe, il voit la photo il de famille. connecte tous les Et comme il l'a vu Et il maintenant, sait McLean, qu'il y a une des otages qui... ouais, et en plus, Holly, en fait, il les a vus les deux de près. Elle n'était pas juste dans la foule des otages parce qu'elle est venue pour négocier des trucs à un moment. Ouais. Donc, il fait le lien. Il sort son arme, il tire en l'air, il dit à tout le monde de monter sur le toit, ce qui en plus parce que là, on est vraiment dans une scène, là, je le raconte un peu doucement, mais en fait, tout se passe très vite. Il envoie tous les otages sur le toit, mais il garde Holly avec lui. Et il l'appelle Madame McLean. Comme ça. Il lui signale que... Et sauf qu'elle, elle utilise son nom de jeune fille, je vous rappelle. Donc, Ouais, c'est vrai. Donc, John lui... Et elle fait « Non, maintenant !» Actually. Mais on sent que par petites bribes, on a senti que tout ce que John est en train de faire, elle dit putain, quand même, il est quand même fort, mon gars. Et en plus, c'est parfait, on a la femme à sauver et tout, nickel. John, il est en train de se faire tabasser par Carl sur le toit, mais il réussit à reprendre un peu le dessus. Et John finit par sortir vainqueur du combat de manière assez gore parce qu'il finit par pendre Carl à une sorte de chaîne, à un treuil. Ok. Enfin, voilà. Les hélicos armés jusqu'aux dents arrivent. Les agents du FBI, ils sont au taquet. Il y a un des mecs qui dit ça lui rappelle le Vietnam. John remonte sur le toit. Il cherche Holly parmi les otages. Il ne la trouve pas. Il finit par voir la secrétaire enceinte et elle lui dit qu'elle est au 30e étage, toujours à côté du coffre. Il dit à tout le monde de descendre vite et les gens ils sont un peu en panique. En plus, ils le voient, ils le connaissent pas, ils savent pas si c'est qui c'est. Et donc, il se met à tirer en l'air sur le toit, sachant qu'en même temps, les hélicos arrivent. Ah oui, donc très vite, il se fait canarder lui-même par les flics pendant que les otages sont en train de descendre. Ça l'oblige à sauter en contrebas. Donc, pareil, là, c'est un peu du parcours. Ah non, ça l'oblige à sauter en contrebas. Il doit faire de l'action, du coup. Et donc là, il essaye de se mettre à l'abri. Les otages, ils descendent en panique. Tout se passe en même temps. Et là, John, il va devoir se sortir de là. Et en fait, il voit une lance à incendie qui est enroulée sur le toit. Et ça, c'est la scène qui est parodiée dans La Tour Montparnasse infernale. En fait, il va s'enrouler avec la lance à incendie, faire un nœud. Et son plan, c'est genre de se jeter dans le vide, sachant qu'en parallèle, Hans voit les otages redescendre, et du coup, il donne l'ordre de faire péter le toit, maintenant. Ouais. Et donc, on a cette scène, le money shot de fou, où t'as John qui se lance dans le vide, attaché à sa lance à incendie, pendant que le toit est en train d'exploser de dingo. Là, on retrouve Argyle, qui est dans le parking, et... Encore Ah non, il a les infos maintenant, c'est bon. Il a les infos, et lui, il voit le poids lourd du début, et il voit une ambulance qui sort d'un des camions. Et en fait, c'était ça le plan de sortie des terroristes. Et là, John fait un peu le point. Il a plus que 2 balles. Il réfléchit. Il y a un plan sur des paquets cadeaux et du scotch. Qu'est-ce qu'il veut pouvoir faire avec ça? Bon. C'est vraiment MacGyver, en fait. Ouais. Argyle, il a sa petite scène, son petit moment de bravoure parce que du coup, il fonce avec la limousine dans l'ambulance et il va assommer l'informaticien qui était au volant. Okay. Et après, il est tout content de lui. Ouais. C'est lui qui a sauvé cet aspect du truc. Et là, on a la confrontation entre John et Hans. Hans, il tient Holly en joue, il la tient en otage. Bien sûr, avec la femme en otage. Là, on obligé, est vraiment sur le damsel in classique. distress en haut d'une tour. Très bien. Tu peux pas faire plus. C'est la scène finale, les 2 méchants avec la femme à sauver. Ouais. Et Hans, il y a une dernière petite explication de ce qu'était le plan. Et donc, il dit, bah ouais, quand tu voles 600 millions de dollars, on te retrouve, sauf si on croit que t'es déjà mort. Donc, en fait, ce qu'il voulait faire, c'était faire péter tout le monde et qu'on croit que tout le monde était mort. Et eux, ils étaient partis par le sous-sol. C'était un bon plan, je trouve. C'était pas mal. Et du coup, comme il tient Holly en joue, il lui dit de jeter son arme. Donc, John a sa mitraillette, il la jette. Et il est torse nu, il pisse le sang, il est dans un état lamentable et il met ses mains sur la tête. Hans lui dit « Tu m'as dit quoi déjà tout à l'heure ? Ah oui, yippee-ki-yay !» Et il s'apprête à lui tirer dessus. Mais là, John part dans un fou rire. Et le mec suit.
en disant ah, c'est marrant et tout, et genre stress. Et donc ils rigolent tous les deux. Toujours le classique erreur des méchants de vouloir dire une dernière phrase avant de tirer et ça va se retourner contre eux. Et donc ils gagnent un peu de temps comme ça. Ouais. Et on a un plan dans le dos de John. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est scotché son flingue dans le dos. Et donc il voit un petit moment de flottement. Il rigole. Et d'un coup, il dit à Holly de se dégager. Et il tire sur Hans. Et il abat aussi l'autre gars qui était là. Ouais. Les 2 balles. Waouh, bien utilisé. Ah Max de la... Oui, ça aurait pas pu être elle qui arrivait dans son dos ou quoi. Non, il y avait un autre gars, remarqué. Donc, c'est super. C'est super. Et sauf que Hans... Noël est sauvé. Super. Sauf que Hans, avec l'impact de la balle, il part en arrière et il traverse la vitre et il tient toujours Holly. Et... Ah, c'est la scène Mufasa. Oui. Et John se jette pour la dégager. Hans est suspendu dans le vide et il se tient toujours au poignet d'Holly. En fait, il se tient à la montre. Alors, c'est pas surexpliqué, mais c'est sûrement la montre, la Rolex qui a été mentionnée au début. Pas ma Rolex, je peux pas l'abandonner. Et John, il essaie vraiment de la faire lâcher. Et toute cette séquence, c'est vraiment climax Mufasa. D'ailleurs, je pense que quand ils font le plan Mufasa, c'est avant. Je pense qu'ils pensent... c'est avant le Roi Lion. Donc, je pense qu'ils ont ce plan en tête. Et donc, tu as vraiment la scène où il est suspendu et tu le vois d'au-dessus. Et tout ça se passe au ralenti. Donc, c'est vraiment très cheesy, mais un peu stylé. Et au ralenti, tu vois Hans qui a son arme dans l'autre main et qui commence à relever le bras et qui va pour tirer sur John. Et en fait, au dernier moment, il lâche parce que la montre a lâché et il tombe dans le vide au ralenti. Fallait juste être riche depuis le début et posséder une Rolex pour s'en sortir. Il y a une mauvaise fermeture. Du coup, c'est pas solide, c'est le problème. Et donc voilà, c'est fini pour Hans. En bas, c'est l'apocalypse. On voit les bons haut-porteurs qui tombent du ciel. Ça fait comme une petite neige de Noël. John et Holly sont pris en charge par les pompiers. Ils avancent dans les bras l'un de l'autre. Il y a un échange de regards dans la foule avec Al. Tu dors chez moi ce soir? Ils disent pas encore ça. Ils se font tous un câlin tous les 3 avec Al. Il lui présente Holly. Il lui dit qu'elle s'appelle Holly Gennaro. Al, qui est un personnage sympathique, malgré le fait qu'il a flingué un gamin de 13 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, il lui présente sa femme, Holly Gennaro. Et elle dit non, Holly McClane. Ouais. Oui, bien sûr. Évidemment, comment on appelle ça? Le fusil de Tchekhov, c'est ça? Et il y a l'inspecteur Couillon qui vient vers John pour commencer à le sermonner, qui est vraiment connard jusqu'au bout. Il lui demande des explications. Et là, il y a un cri dans la foule. Et en fait, il y a Carl qui revient d'entre les morts. Ah ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Die Hard. Ouais, c'est vraiment... Attends, mais comment il a pu... Quoi? Et alors, Die Hard, je pense que c'est plus en référence à Bruce Willis, et donc, il revient, on ne sait pas comment. Il s'en est sorti. Il a le coup solide. Ouais, putain. Et en fait, c'est Al qui l'abat. Ok. Donc en plus, alors là, pour moi, c'est négatif sur ce que ça dit de la police, parce que Al, après avoir dit je veux plus toucher une arme et tout, en fait, c'est lui qui sauve tout le monde en abattant, en utilisant son arme. Moralité, en fait, ça va, on peut tuer, les armes, c'est cool quand c'est des méchants. Ouais. Et ça, bon. Je pense que la perception des armes aux États-Unis c'est pas la même que nous, ça c'est sûr. Et je me rappelais même pas d'ailleurs de cette fin, de cet aspect de la fin. C'est trop bizarre comme rédemption de personnage. C'est genre, c'est bon, il a le droit de tuer parce que c'est un méchant, donc il tue pour les bonnes raisons. Et en vrai, ça, c'est que pour faire un petit effet de fin. Hein. Ça recrée un petit thriller de fin. Et il y a un dernier truc dont ça, je me souviens bien. Il y a le journaliste qui vient pour interviewer McClane et Holly. Et c'est elle qui lui met un gros coup de poing dans la gueule. Ah, et c'est satisfaisant. Et c'est le dernier truc. Et cette meuf, waouh, trop badass. Là, on est dans les années 80, on fait les femmes fortes de maintenant qui ont du caractère et qui mettent des coups de poing, on est trop féministes et tout. Elle a passé le film à servir à rien, à se faire sauver, mais waouh, trop badass cette meuf. Oui, je vois très bien. Et voilà, et donc John et Holly montent dans la limousine, ils s'embrassent, et Von Monroe chante Let it snow, let it snow, let it snow. Générique, c'est la fin de Piège de cristal. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour reconquérir son ex, putain. Et alors, c'est marrant parce que le roman racontait complètement une autre histoire. Le roman racontait complètement une autre histoire. Le roman c'est une autre histoire. Allez suivre sur YouTube. Racontait une histoire de père-fille. Et en fait, il a mis des trucs perso dedans parce que, en fait, il bossait beaucoup et il n'était pas assez auprès de sa femme. Regarde, chérie, ce que je fais. Et surtout, il raconte une anecdote d'un truc qui lui est arrivé où il bossait beaucoup le soir et à un moment, il était sur l'autoroute et il n'a pas vu au dernier moment, il est rentré
dans un gros carton de frigo. Et en gros, son point de réflexion, c'est de faire l'histoire d'un personnage pour qui c'est obligé d'avoir une situation incroyable pour penser à bien se comporter avec sa femme. En fait, c'est ce truc qu'il avait envie de raconter qui le touchait. Ok. Et voilà, qui a nourri... Que lui-même, il a dû se mettre à bien se comporter avec sa famille, bien sûr, après cette révélation. 3 divorces depuis, je sais pas. Oh ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, chez le psy, maintenant par pitié. Qu'est-ce que t'as pensé Que je pense pas que j'aimerais le film si je le vois en vrai, parce que c'est un film d'action. Ouais. Mais j'ai bien aimé quelques motifs que je trouve intelligents. J'aime bien la scène du méchant qui... Ça, c'est un vrai truc de tension, tu vois. Ouais. Même moi qui n'ai pas d'affect pour les personnages, je m'en fous. Là, tu dis... Les deux, ils se rencontrent. Trop smart, tu fais ça. Il y a un retournement, mais j'ai l'impression que ça va vite. Je sais pas si c'est parce que t'as dû passer Non, vite. Je suis allé un peu vite. Okay. Non. Ça dure un peu longtemps qu'ils se fréquentent. Ah oui. Enfin, ouais. Ça dure pas longtemps dans le vrai temps. Par contre, le temps se dilate un peu. Ouais. On passe du temps sur cette scène. Ça, c'est pas mal, Et il y a de la vraie tension. Ouais. Et il y a même dans la mise en scène, il y a des Dutch angles où ils sont filmés un peu de biais. Ça, moi, ça génère de l'enjeu, moi. Pour moi, plus que... des hélicos qui arrivent avec je sais pas quoi, ça me fait vraiment un truc psychologique de intéressant, comment ça va. Mais moi, pour le coup, ce film, je trouve que les qualités du film sont les acteurs qui sont le charisme des acteurs. Ce que nous on voit pas, géniaux. mais d'accord. La mise en scène qui est toujours hyper lisible et voilà. Enfin là, je me retrouve à expliquer plein de trucs qui souvent sont juste des détails dans un plan. Ouais, c'est assez smart pour qu'on soit pas perdu. Ouais, voilà. Parce que c'est un peu un écueil de ces films, c'est que je suis perdue aussi et que ça fait que je m'attache pas au perso. Ouais. Mais là, ils ont eu le temps d'avoir une vraie... qu'on les comprenne, quoi. Et du coup, le film a été un énorme succès à tel point qu'il y a eu des suites. La suite, le 2, n'a pas été réalisé par John McTiernan, mais par un autre réalisateur. Je trouve le film beaucoup moins bien. Et c'est une sorte de huis clos dans un avion qui ne peut pas se poser. Et on retrouve encore la femme. Pourtant, le pitch oui, c'est un peu le même film, mais dans un autre le même film dans arène. un avion. Ouais. Et on retrouve le personnage du journaliste et le personnage de la femme. Et le 3 est vraiment génial. C'est d'ailleurs 3, ça se passe à New York. Et c'est dans toute la ville. Et encore un gros méchant. Juste, est-ce qu'il assure et qu'il est là à Noël pour ses enfants dans les autres films? C'est ça que je veux savoir, moi. Il y a une évolution et dans le 3, il n'a pas forcément super bien évolué. mais justement, c'est ce que raconte en même temps, un peu c'est l'enjeu. Sinon, il n'y a plus d'enjeu. Ouais. C'est limite ça, notre enjeu. Ouais, c'est mais oui, tu vois, ça, je trouve que c'était un motif intéressant. Mais ça peut être pas forcément bien exploité. Tu vois, comme dans Squid Game, la saison 2 et demi, là, je sais plus le décompte, comment il fonctionne. Mais il y a ce truc du grand méchant qui s'infiltre dans l'équipe. Il suit pendant tout le truc. Tout ça pour qu'à la fin, il fasse « Et non, j'étais le méchant et je suis là ». C'est trop décevant. Mais par rapport au temps qu'on a passé, c'est-à-dire toute la saison, demi-saison où il a infiltré, on s'attend à autre chose que juste « je t'avais trahi depuis le début ». Et c'est très décevant, tu vois. En fait, quand tu crées du suspense, il faut que le paiement soit à la hauteur de ce que tu as promis, quoi. Exactement, ouais. Et moi j'adore le 3 et je l'aime beaucoup enfant parce que le méchant fait faire des sortes d'énigmes. En fait, il joue avec McClane et il lui donne des challenges. Ouais. Il y a un truc très ludique, en fait, où tu veux comment jouer le game. Ouais. Notamment, il y a une énigme, à un moment, c'est un méga film d'action, et il y a une énigme où il faut transvaser de l'eau dans des bidons, et il doit résoudre l'énigme. C'est vraiment une énigme, genre de logique, quoi. Et après, il y a eu d'autres suites, où là, vraiment, ils ont trop tiré sur la corde de la série, et les suites il y a un 4 et un 5, où après, les enfants ont grandi, et c'est horrible. Les suites sont le 4, le 5. C'est toujours Bruce Willis? Ouais, et en plus, à la fin, ce qu'on sait, en plus, avec Bruce Willis, où vraiment... Il est malade. Et je pense que dans le 5, il commençait déjà peut-être à être malade. Donc voilà. Ça te donnait pas trop envie de le voir? Peut-être. Un peu, juste pour voir la comparaison entre sa description et plus par curiosité comme ça, mais je saurais quelle scène avancer du coup. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu t'en rends vite compte. Ouais, carrément. Non, mais même, je suis curieuse de voir la photo et tout, que t'es un peu décrit au début, pourquoi pas et tout. D'esthétique du truc. Mais c'est vrai que je suis pas très film d'action. En gros, pour moi, les seules fois où j'aime vraiment les scènes de bagarre ou de poursuite ou de machin, c'est quand c'est carrément un clip tellement c'est esthétique, comme dans Baby Driver. Baby Driver, ouais. Ah oui. Là, ou Kill Bill à la limite. Ou Kill Bill. En fait, on est en full. Allez, c'est vraiment un clip que tu regardes. C'est de la danse. Donc je veux bien rentrer dans l'esthétique de la baston, sinon je m'en tape un peu. Et je vois pas, aucun doute que c'est des performances de films, d'acteurs, de pyrotechnie et tout ce que tu veux, mais ça m'émeut pas. Mais vraiment, je pense que celui-là, en tout cas par rapport aux films d'action des années 80, c'est celui qui tend le plus vers le thriller, quoi. Donc c'est plus, ça ressemble plus à un Hitchcock presque. Oui, ça j'aime bien le côté tension psychologique de certains enjeux, ça oui.
Et ça, c'est un truc que moi, j'avais un peu oublié, c'est le côté très, très bien ficelé, en fait, parce que comme tu le racontes et qu'on n'a pas la mise en scène et l'interprétation, on s'intéresse vraiment à comment c'est raconté. Qu'ils ont dû mettre. Et en fait, chaque personnage a son importance dans l'intrigue. On ne pourrait pas l'enlever sans que le film ne cesse de fonctionner. Moi, je trouve ça génial. Et aussi dans l'efficacité des éléments. Par exemple, rien que le début, où tu expliques en même temps qu'il est marié, il revient de l'autre bout des États-Unis, il a peur de l'avion, du coup, ça va lui faire enlever ses chaussures qui va permettre... En fait, j'avoue, c'est satisfaisant quand chaque fois que tu nous disais un truc, ça s'est imbriqué, c'est assez satisfaisant. Et il y a un peu le côté escape game il y a des objets qui sont disposés, qui vont servir à un moment donné, tu sais pas, dans le film. Et après, il y a des trucs pas du tout crédibles. Type tout ce qui est un immeuble qui explose sans tomber. C'est ça, ou tout le truc du coffre-fort, ou même le truc de la lance à incendie, et le scénariste explique qu'ils sont conscients de ça, mais qu'en fait ça c'est les trucs que le spectateur normalement accepte. Oui, c'est un peu des choix par rapport à... Mais moi je vais être la personne relou qui fait ça. Mais en fait le méchant quand il marche sur la table il tire et il le tue. Voilà. Et ça il y a plein de situations je vais comme être cette relou là. Après, c'est juste accepter de, comme on dit, tu sais, mettre de côté ton... la suspension d'incrédulité. Voilà. C'est ce qui permet d'avoir C'est l'intérêt d'avoir un film, tout comme je suis bien contente de regarder un film avec des elfes. Et je suis pas là à dire, ça n'existe pas. Oui, évidemment. C'est ça. Merci beaucoup, Manon, d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci à Axel à la technique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des gentils commentaires et à vous abonner. Manon, on viendra sûrement, on l'a dit, en intro. Ouais, alors je vais faire un mini rappel, je me permets de faire de l'autopromo sur mon festival de Culture Fest où vous serez pour faire un podcast. C'est la combienième édition? Ça va être la 5e édition, ça sera les 30 et 31 mai à Pantin, au magasin Généraux. Juste pour résumer très vite le festival, c'est festival de la culture détendue, comme on dit. C'est tout un week-end de culture, mais au sens, on va écouter des trucs intelligents et ou marrants en buvant des coups, avec ou sans alcool. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas parce que c'est de la culture qu'on doit être académique et chiant. Et inversement, c'est pas parce que c'est de l'humour et que c'est léger que c'est pas de la culture. Donc, il y a 1 milliard de types de contenus différents représentés exprès. La billetterie n'est pas encore en vente, mais les places partent très vite à chaque fois au moment où c'est mis en vente. Donc, je vous conseille, pour pas louper, de suivre le compte Instagram du Culture Fest, qui est culture.fest.off, avec 2 F, comme officiel. Oui. Voilà, et là, c'est là qu'on poste les trucs en premier. Et je rigole pas quand je dis ça part vite. L'an dernier, on a vendu en 5 jours, quoi. Donc, voilà. Faut être au taquet pour pouvoir nous voir sur scène. Et il y a 2000 places, donc ça va vite, quoi. Ça sera super, on a hâte d'y être. Ouais, ça va être trop bien. On va passer un trop bon moment. Et puis, pour finir, si vous pouvez nous soutenir, c'est possible aussi sur tipeee.com/calmos, comme le font déjà tous les pseudos qui s'affichent à l'écran. Merci à eux. On se retrouve après les fêtes pour un nouvel épisode. Joyeux Noël et à bientôt. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël.